Et bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre émission d'actu culture et société, ça bouge pas, c'est tous les mardis 19h-21h sur Move. Je suis toujours So Spencer, votre go so sweet, so chill. Et je suis toujours avec Florence et Leïla, ils ont pas bougé. Ça va? Salut, ça va et toi? Bah écoute, on est déprimés par la pluie, mais ça va. La pluie, je peux plus. Les filles, je peux plus. Mais ça se voit, c'est pas sur ma tête. Faut savoir que So, ça fait des semaines qu'elle met des stories par rapport à la pluie sur ses réseaux. Ce matin, j'ai vu sa story où elle disait qu'elle en pouvait plus de la pluie. Je me suis dit, aujourd'hui c'est chaud. Oh la désillusion, je vois ça. Genre toute la semaine, le truc ne va pas s'arrêter. Je n'en peux plus. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Heureusement, aujourd'hui, c'est le beau temps avec vous les filles. Et on est là pour débriefer de l'actu. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures agréables avec nous. Pour rappel, vous pouvez nous écouter, mais aussi nous regarder en direct sur move.fr. Alors au menu, aujourd'hui, de la pluie et le beau temps. Le beau temps, aujourd'hui. Emmanuel Macron a récemment ouvert le débat sur la parentalité. Il souhaite instaurer un devoir de visite pour les pères en cas de séparation. Mais cette loi, bien sûr, elle est jugée dangereuse par plusieurs associations. Alors Leïla, tu vas nous parler des réalités financières des familles monoparentales, et surtout quand la mère s'occupe de tout toute seule. Et Flo, on va voir avec toi qu'il est possible de grandir et s'épanouir sans figure paternelle. C'est ça. Inoxtag s'est officiellement lancé à la conquête de l'Everest après 1 an de préparation. Alors que le youtubeur suivi par 7 millions d'abonnés s'est lancé le défi littéralement le plus fou de sa vie, et bien les professionnels de la montagne ne voient pas ça, ne voient pas ce challenge d'un bon œil. Alors Leïla, tu vas nous expliquer justement pourquoi avec l'essor de YouTube, les challenges sont de plus en plus extrêmes. Ouais, parce qu'on va voir que YouTube, c'est plus très homemade un peu comme avant. Ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle télé. Je te jure. Allez, depuis quelques temps, des trends liés aux femmes explosent sur TikTok. On va en parler. Il y a la tendance Meet Girls, où des femmes expliquent pourquoi elles pensent être considérées comme moyennes, pas ouf, dans la société. Et versus la trend microféminisme, qui encourage les femmes à partager leurs petites astuces pour lutter contre le sexisme, Flo. Ouais, et d'ailleurs, la trend de microféminisme, elle fait plaisir pour une fois, mais on va voir qu'elle a vraiment rien de micro. La finale du concours Eurovision de l'Eurovision s'est achevée ce samedi soir en Suède, avec la victoire de la Suisse et la 4e place pour la France avec Slimane, ce qui est pas mal. Alors si le concours existe depuis 1956, on va essayer de comprendre avec Leïla pourquoi certains le trouvent très ringard. Surtout en France. Ouais, surtout en France. Et Florence, même si l'Eurovision est censé être apolitique, et tu vas nous prouver qu'au contraire, non, il a toujours été politisé. C'est ça. C'est un truc de fou. Allez, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps. C'est parti. 19h21h. La pluie et le beau temps. Alors le 8 mai dernier, dans une interview accordée au magazine Elle, le président Emmanuel Macron a ouvert le débat sur la parentalité et plus précisément sur un éventuel futur devoir de visite des pères. Déjà, il faut savoir un truc, en France, près de 4 millions d'enfants ont des parents séparés et pour 85% de ces familles, ce sont les mères, ce sont les femmes qui gèrent les enfants à temps plein. Généralement, il y a 2 cas de figure qui est décidé par le JAF, donc le juge des affaires familiales, soit la résidence alternée, donc une semaine chez le père et une semaine chez la mère, soit l'un des 2 parents à les enfants ou l'enfant ou les enfants un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Et à partir de ces données-là, Emmanuel Macron a ouvert le débat sur le rôle des parents. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs. Un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Alors, selon le président, il y va de l'intérêt de l'enfant parce que, je le cite, pour l'enfant c'est mieux parce qu'un enfant qui ne voit jamais son père, c'est un enfant qui se sent abandonné et dont le développement affectif et éducatif n'est pas le même. Donc en fait, lui, il estime qu'il doit y avoir non plus seulement un droit, mais aussi un devoir de visite, de suivi, d'éducation et de poursuite du projet parental au-delà du couple en fait. Ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais du coup, les pères dangereux, on en fait quoi ? Bonne question, et c'est justement l'objet du débat qui a été soulevé par la Fédération syndicale des familles monoparentales. Selon Josette Elombo, donc c'est la présidente de cette fédération, on ne peut pas établir un devoir de visite dans les cas où les séparations sont conflictuelles, dans les cas où il y a eu de la maltraitance dans la famille, de la violence ou même de l'instrumentalisation de l'enfant. Et on l'écoute justement sur le plateau de BFM. L'équilibre naturel, ce sont les 2 parents. D'accord ? Mais il se trouve que dans les histoires de vie, il peut se passer qu'il n'y a pas 2 parents. D'accord ? Maintenant, la raison pour laquelle il n'y a pas 2 parents, c'est là où il faut s'arrêter. Parce que s'il n'y a pas 2 parents, parce que c'est un consensus des 2 parents, il n'y a pas de malaise. Ils vont être suffisamment intelligents pour faire ce qu'il y a à faire pour que l'enfant soit épanoui, heureux et qu'il se développe correctement. Maintenant, c'est quand il y a litige qu'il y a un problème, d'accord ? Donc maintenant, il faut voir quel genre de litige. Ah oui, exactement. Donc maintenant, s'il y a litige dans la violence, je veux dire, la violence, elle n'est pas toujours visible, elle n'est pas toujours connue, vous voyez ? Et donc, être coercitif et obligé le père avoir une maman
l'enfant, etc., ça peut être dangereux. Et ça, d'ailleurs, c'est une position qui est aussi partagée par l'asso Oser le féminisme, qui dénonce le principe même d'une idée dangereuse, en fait. Ouais, exact. Et justement, face à toutes ces réactions, Aurore Berger, donc c'est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, et aussi la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, elle s'est exprimée et elle a précisé qu'il n'était pas du tout question d'obliger les mères à accepter une visite du père en cas de conflit, bien sûr. Quand on parle de famille monoparentale aujourd'hui dans notre pays, quand on parle de la pauvreté qui est importante dans ces familles monoparentales, ce ne sont pas des familles monoparentales choisies. Quand c'est un choix libre, c'est formidable. Mais malheureusement, très souvent, ce sont des familles qui subissent ça. Mais vous ne me répondez pas sur la question. Et si elles subissent violence, c'est toujours sous le contrôle d'un juge quand il y a droit de visite aujourd'hui et peut-être devoir de visite demain. Donc évidemment, la question n'est pas de forcer une relation quand il y a un risque de violence. Alors Flo, là on en parle, c'est bien, mais je me rends compte qu'on ne demande même pas finalement l'avis aux principaux concernés qui sont les enfants. Dans ton cas, toi, il se trouve que tu es bien placé pour en parler aujourd'hui, donc j'ai une question pour toi. Est-ce qu'un enfant a forcément besoin d'un père pour évoluer ? Eh ben non, les gars. Un enfant n'a pas besoin d'un papa et d'une maman, n'en déplaise à la manif pour tous. D'ailleurs, j'en suis la preuve vivante et je pense pas être la seule. Ce dont a besoin un enfant, c'est d'un environnement safe, en fait. Et un environnement safe, parfois, c'est de pas avoir de père du tout, plutôt que de pas voir, par exemple, l'amour dans les yeux de son père. Sauf que dans notre société, la figure paternelle, elle est vachement sacralisée, en fait. Ouais, c'est vrai, la figure paternelle, elle est perçue comme une figure d'autorité, une figure maternelle comme une figure de soin. Ouais, c'est ça. En tout cas, Emmanuel Macron sous-entend que le manque d'autorité est lié à l'absence des pères, mais ça, c'est une représentation qui est complètement archaïque. Les mères peuvent bien sûr incarner ces deux fonctions, du coup, d'autorité et de soin, et en grandissant sans père, on manque pas forcément de quelque chose. Surtout quand on constate aujourd'hui la transformation de la famille. En 2024, la famille dite nucléaire, du coup, c'est seulement la moitié des ménages. Et au-delà de ça, il y a 63% des bébés qui naissent hors mariage et un tiers des familles sont recomposées. Une famille, ça peut aussi être deux mères ou même pas un couple, quand on sait qu'il existe également des PMA solo. Vous, les filles, est-ce que vous pensez qu'en fonction du modèle de famille dans lequel on évolue, on grandit différemment ? Non, pas forcément. Peut-être dans une famille recomposée, je sais pas. Mais moi, je l'ai pas vécu. J'ai grandi dans une famille normale, entre guillemets, donc je saurais même pas vous dire, quoi. En vrai, je pense... c'est une bonne question. J'avoue, c'est une excellente question. Non, mais je grandis différemment, je pense pas. Cependant, quand tu grandis peut-être avec des parents divorcés qui ont refait leur vie, etc., du coup, tu as conscience que ça peut arriver, tu vois. Donc peut-être que quand toi, tu es adulte, bah, tu es peut-être préparé plus tôt. Je pense que tu as raison. Que... Moi, par exemple, mes parents sont toujours ensemble et ont toujours été depuis que je suis née. Et je pense que si demain mes parents se séparent, je vais avoir l'impression que ma famille elle se brise, tu vois. Parce que pour moi, c'est la base de ma famille. Mais je pense pas que ça a fait de nous qu'on a grandi différemment. On va très bien, j'espère. Oui, c'est clair. Après, moi, je pense que limite, quand tu grandis dans une famille qui est pas traditionnelle, t'es limite plus déconstruit parce que du coup ton éducation elle est faite à partir de personnes qui ont pas suivi des normes et tout. Et tout comme j'imagine que plus on galère à avoir un enfant, plus on le désire, mais après on peut sûrement souffrir du regard des autres. Pour rester sur les mères solo, du coup il y a énormément de jugements sur elles, on les culpabilise comme si elles imposaient une situation traumatisante à leurs enfants. Si une maman est quittée, c'est sa faute, si une maman est seule, c'est sa faute, ou même si une maman solo galère, bah c'est aussi sa faute. Et le pas de papa, et bah ça devient la cause de tous les soucis de l'enfant. Moi, pendant mes recherches, j'ai lu plusieurs témoignages de femmes dans ce cas-là qui disaient qu'en fait, elles devaient être irréprochables parce qu'au moindre truc, on allait dire non mais s'il y avait un papa à la maison, ce serait pas le cas, alors que leurs enfants ont juste une mauvaise note ou que sais-je. Est-ce que vous pourriez envisager d'élever un enfant seul ou pas ? Franchement, pour moi, je serais dégoûtée que ça arrive, tu vois, parce que j'avoue, j'ai le schéma familial moderne, enfin classique, tu vois. J'aimerais être accompagnée par le père. Tu vois, maintenant, si le père est défaillant, en vrai, je préfère être seule que mal accompagnée. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, moi aussi, je dis toujours qu'un daron qui sert à rien, ça sert à rien. Ouais, en vrai, clairement. Mais de plus en plus. Genre, plus je vieillis, plus je me dis, mais en fait. Si je dois le faire toute seule, je le ferai toute seule. Moi, c'est pareil. Genre, je veux trop me dire que c'est mieux si je rencontre quelqu'un et tout pour faire un enfant. Mais après, je me dis, j'ai pas non plus envie de me dire le premier venu, allez, parce que je veux trop un bébé. Enfin, je veux pas que ce soit une pression. Faut pas forcer. Et ma chérie, dans la vie, c'est pas forcé. Rien n'est forcé. Donc, moi, je pense que carrément, mais je trouve qu'après, l'expression maman solo, elle est hyper bâtarde parce qu'au fond, t'es pas seule. Il y a la famille, il y a les amis, etc. Mais bon. Sinon, je sais pas si ça vous parle, mais on entend aussi souvent que grandir sans père, ça aurait une grosse influence dans la vie affective des filles.
C'est ce qu'on appelle les fameux daddy issues. Ah oui, mais voilà, celui-là, on l'a entendu. Ah oui. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, ce concept, il n'a pas vraiment d'équivalent en français, mais on pourrait le traduire par avoir des problèmes paternels. C'est un peu la version féminine du complexe d'Oedipe, en gros. Et ça désigne le fait de chercher chez ses potentiels partenaires une forme de figure paternelle pour compenser le manque affectif du père absent. Et du coup, à titre d'exemple, c'est aller vers des hommes plus vieux ou encore se tourner vers des mecs qui se comportent mal, comme le faisait le papa. Ah, évidemment. ça donne lieu du coup à des relations toxiques. Yes. Et du coup, daddy issues, ça peut aussi servir pour décrire des comportements sexuels du genre aimer les fessées ou trouver excitant d'appeler son mec papa au lit. Ah, les fameux daddy. Oh non, c'est malsain à la mort. Ah non. Oh putain. Zaddy, give me a fessé. Ah non, mais jamais. C'est une dinguerie. Mais en tout cas, c'est un terme pour tout et c'est lui qui est problématique. Ouais. Parce que autant c'est clair que nos liens familiaux, ils jouent un rôle sur nos relations, autant les daddy issues, elles reposent sur aucune base scientifique. Et puis en fait, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que celles qui ont un père violent, elles seraient condamnées à être dans des relations pourries ? Bah non. Bah non. Et en fait, c'est juste un concept sexiste qui est encore un moyen de culpabiliser les femmes, dans le sens où on parle pas de mommy issues pour l'inverse. Pourtant, on en connaît des gars qui ont un kink sur des femmes plus âgées ou qui recherchent quelqu'un pour leur faire à manger et prendre des rendez-vous médicaux. Et il y en a plus. Ah oui. Ah, il y en a beaucoup. Des meufs avec des daddy issues. Il y en a beaucoup. Mais ça, tu vois, je me dis en gros, c'est tout comme on peut être une femme, on peut chercher... on peut être une femme et on peut chercher la validation des hommes et avoir un père qui est là, tu vois, avoir un père présent, ça veut rien dire en vraiment. Et en réalité, tout ça, c'est juste le fruit d'un ancrage. C'est-à-dire que dans l'imaginaire collectif, c'est ok d'être une femme et sortir avec des hommes plus vieux, puisque ça se fait depuis toujours. Tout comme on nous a toujours fait croire que la validation d'un homme est ce qu'il y a de plus valorisant. Résultat, c'est pas étonnant qu'on se penche vers ces modèles, qu'on ait un père ou pas. Est-ce que, c'est un peu deep, hein, vous avez l'impression d'être attiré par des hommes qui vous font penser à votre père, vous? Mais qu'est-ce qu'elle a, psychologue Flo, aujourd'hui? Leïla, vas-y, commence, après je vais répondre. Alors, mon daron, non. Mais ta mère, oui? Non. Mais des mecs responsables, on va dire. D'accord. Ok. Donc, est-ce que c'est la seule qualité de mon daron? Je ne pense pas. Ok. Juste, les gens responsables, je vous aime bien. Ok. Bah ouais, c'est vrai qu'on reconnaît les qualités de nos pères, parce que nous, on a la chance d'être proches d'eux, tu vois. Je reconnais toutes les qualités de mon père, et mon père, c'est genre l'amour de ma vie. Genre, c'est trop je l'aime trop, tu vois. Tout le monde sait. Je suis grave une fille à papa. J'avoue. Mais pardon, c'est trop glauque d'être attiré par un mec qui te fait penser à ton père. Jamais. Non, mais il y a plein de gens qui disent... Moi, j'ai des copines qui disent putain, mais sur ce truc là il est grave protecteur, ça me rappelle un peu mon père et tout. Mais moi ça justement je trouve ça chelou. Bah non, mais elles ont pas le truc de dire oulala daddy. Sinon il y a des gens à l'inverse, c'est je veux tout l'inverse de mes parents. Comme un gars. Est-ce que toi... Non. En fait, je peux pas associer une relation avec un homme et mon père. Genre, c'est impossible, tu vois. Je respecte trop mon père pour lier ça à ça, tu vois. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas inconsciemment des trucs, je sais pas, ton père, il a été artiste, t'as que des mecs qui font de la guitare, tu vois. Comme j'ai vu mon père... dans ça, Flo. La qualité vraiment que je recherche chez lui, ça va être vraiment le charbon, le travail. Vraiment... Et ton père, c'est le charbon, le travail ou pas? Ah ouais, mon père, il a tout... Bah ouais, tu vois, genre ça je respecte de ouf. Et du coup si je vois un mec qui fout rien, je vais dire mais MDR, pas du tout en fait, tu vois. Mais bon, en même c'est pas que le papa quoi, c'est un peu la base. Mais après, en fait. non, mais je comprends qu'il y ait des valeurs que t'es chez des membres de ta famille ou c'est ça. des valeurs qui t'ont été inculquées et tout que tu recherches chez l'autre personne. Ouais. Grave. Est-ce que toi tu cherches ça? Non. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça pour dire que... Non. Parle pas de moi, je suis psy, je pose les questions. J'ai noté. Mais en tout cas, tout ça pour dire que certaines femmes, elles n'ont pas de daddy issues, mais des pères nuls, c'est tout. Et que c'est pas plus mal de vivre sans, quoi. Let's go. En tout cas, tu vois, là, Flo, tu soulèves un bon thème. Au lieu d'un devoir de visite des pères, mais je pense qu'en vrai, il serait plus pertinent de lancer un plan pour aider les mères, déjà, à la tête des familles monoparentales, waouh. Et parce qu'elles sont
plus pauvres et elles sont plus mal logées que la moyenne. Et d'ailleurs, selon Le Monde, en 2021, 40% des enfants mineurs vivent en logement social avec une mère seule. Ça, on va en parler vraiment avec toi en détail, Leïla. Il y a une chronique qui est prévue pour ça, ne vous inquiétez pas. On vous l'a dit en cette première partie d'émission, le 8 mai dernier, dans une interview accordée au magazine Elle, Emmanuel Macron, le chef de l'État, a annoncé qu'il souhaite ouvrir un débat sur le devoir de visite dans les familles monoparentales à la charge de la mère dans une grande majorité des cas. Et en instaurant ce devoir de visite et d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants, le président souhaite vraiment se pencher sur l'égalité entre les femmes et les hommes parce que bien souvent des disparités existent entre le père et la mère qui vit seul avec les gosses. Et d'ailleurs, les familles monoparentales représentent aujourd'hui un quart des familles en France. Elles sont beaucoup plus susceptibles que les autres de tomber dans la précarité. Leïla, j'ai une donnée. Selon Le Monde, en 2021, il y avait un taux de pauvreté de 32% dans les familles monoparentales. Et on l'a dit aussi, 9 mères solo sur 10 assument la charge principale des enfants. En gros, si on comprend bien, les femmes s'appauvrissent davantage en se séparant, alors que l'homme, lui, n'en souffre pas autant, alors que souvent, c'est à lui de payer une pension alimentaire justement pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. Ouais, et du coup, dans 3/4 des séparations, c'est à la mère que revient la charge principale des enfants. Et financièrement, c'est pas toujours facile parce qu'on sait que les ressources financières des hommes, elles sont largement supérieures à celles des femmes, déjà parce qu'ils gagnent plus, mais aussi parce qu'ils font moins de temps partiel, tout bêtement. Ouais, mais même si en théorie le père doit payer une pension alimentaire après une séparation, il y a quand même 40% des pères qui ne le font pas. Et ça, c'est un chiffre qui vient de l'INSEE. Ouais, le problème, c'est que quand en fait ils ne payent pas, le fisc ne les rappelle pas du tout à l'ordre directement. Dingue. Et c'est plutôt la CAF qui va verser une allocation pour compenser à la mère célibataire. Et cette compensation, elle n'est pas facile à avoir. Déjà, je sais pas vous, mais moi, je parle pas la CAF. Voilà, je vous le dis. J'ai l'impression que tout ce qui concerne les aides, c'est super compliqué à comprendre. Donc même si vous passez par là, c'est le parcours du combattant. C'est le même principe, réclamer son dû à son ex, c'est dur. Il va falloir prouver que le père ne paye pas, alors qu'il en a des moyens, présenter plein de papiers, voir une assistante sociale, une juge aux affaires familiales, et surtout, il faudra prendre un avocat si on en a besoin. Et on n'a pas tous les moyens de le faire. Et en faisant mes recherches, j'ai appris que la pension alimentaire, elle était soumise à la fiscalisation, donc une mère célibataire peut payer des impôts sur sa pension alimentaire. Non mais ça, c'est aberrant. C'est trop chiant. C'est trop. Et du coup, je trouve ça fou parce que toucher une pension, c'est pas s'enrichir, c'est de l'argent qui permet de contribuer à l'éducation d'un enfant, sauf que la taxer, c'est la considérer comme un revenu, et du coup, ça fausse les calculs, donc bref, c'est vraiment la double peine. Ouais, et surtout qu'en vrai, la pension alimentaire, elle n'est pas faite pour appauvrir le père, parce que si on regarde la loi, pour calculer le montant de la pension, on se base sur 3 critères, les ressources du père, celles de la mère et aussi les besoins de l'enfant. Ouais, mais même avec une loi pour encadrer la pension alimentaire, c'est pas assez. C'est ce qu'expliquait du coup la journaliste et auteure Titou Lecoq, qui travaille sur les inégalités financières dans le couple. On dit la pension alimentaire, officiellement ça s'appelle une contribution et je trouve le terme plus juste parce que c'est l'idée qu'on participe aux frais pour les enfants et pas que les mères touchent une rente. Elle est indexée sur le revenu et pas du tout sur ce que coûte vraiment un enfant. Donc c'est évidemment le parent gardien, donc la mère, qui avance tous les frais et elle est remboursée d'une toute petite partie en fonction de ce qu'il peut donner. Elle paye malgré tout l'écrasante majorité. Le montant moyen des pensions alimentaires, en France, c'est 150 € par mois. Et on entend trop souvent, oh là là, au divorce, elle m'a saigné, elle m'a tout pris, etc. 150 € par mois pour un enfant, non. Donc voilà, 150 €, c'est trop bas. Et du coup, il y a des dispositifs ou des allocations qui peuvent venir compenser et protéger les femmes seules de la précarisation. En soi, je trouve que c'est une bonne chose. En gros, plus on aide celles qui en ont besoin, et mieux c'est. Mais symboliquement, je trouve que ça fait tiquer parce que ça met les mères célibataires dans une position demandeuse qui les rend plus redevables envers l'État qu'envers le père de leurs enfants. Ouais. Et surtout qui perpétue l'inégalité symbolique, alors qu'à côté, les hommes, ils préservent leur statut social et leurs sous, et des fois au bénéfice d'une nouvelle famille en plus. Mais tu vois, une séparation, ça amène forcément des modifications économiques, mais aussi du côté de la charge parentale qui pèse souvent presque plus sur la mère que sur le père. Presque que. Surtout qu'on va valoriser en gros la générosité d'un père, mais tenir pour acquis l'implication d'une mère. J'ai lu des décisions de justice du coup pour faire mon sujet, et il y en a qui m'ont choquée, comme celle où la juge aux affaires familiales blâmait la mère qui voulait faire garder son bébé et ne pas prendre de taf à temps partiel.
au moment de sa séparation. Et le pire, c'est qu'elle a dit qu'elle traitait son fils comme, je cite, une patate chaude, alors qu'elle trouvait que c'était un bel effort de la part du père de le prendre un mercredi par mois, en plus de ses week-ends sur 2, parce que lui avait un métier. Okay. Donc voilà. Ou encore celle où le juge a décidé que la voiture familiale reviendrait au père pour qu'il aille au travail après le divorce, alors qu'il n'avait pas de travail, et que la mère qui habite à 30 km de son taf, dans une zone très peu desservie dans les transports en commun, n'avait rien, quoi. Et toujours plus. J'ai envie de dire un truc, lui, en fait, lui, il a niqué le système. Mais c'est exactement ça. En fait, je me suis dit, je vais relire parce que j'ai peut-être pas compris. Mais le mec, il doit aller au taf, mais il en a pas. Il a un monospace. C'est trop. Mais on lui paye aussi ses frais kilométriques ou du coup ça se passe comment ? Il a une carte essence. On paye des couches, on sait pas pourquoi, mais le mec il arrive à Total comme d'habitude. Je te mets le plein, pas de souci. Ouais. Mais du coup, c'est mon champion. Mais du coup, c'est une décision parmi tant d'autres et j'en parle parce que c'est celles qui m'ont choquée. Mais elles sont nombreuses à pousser les femmes du coup dans leur rôle maternel ou même à les culpabiliser au détriment de leur vie professionnelle ou encore perso, quoi. Bah oui, mais je suis désolée, moi je suis obligée de revenir sur l'affaire des transports parce qu'en vrai, je m'en remets pas. Par contre, il y a un truc qui est bien. Fin mars, il y a eu une commission du Sénat et ils ont proposé la création d'une carte famille monoparentale du coup pour ouvrir des avantages. Donc dans ces avantages, il y aurait des heures de travail plus adaptées, des tarifs préférentiels pour la cantine et aussi les transports. Je trouve que ça c'est pas mal. Bah ouais, mais en 2024, je trouve que c'est un peu tard. Ouais, mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire, si ça peut aider les parents en difficulté. Et on attend la carte parce que là c'est une proposition. Ouais, c'est une proposition. Tu fais bien de le dire. J'ai une reco aussi, les filles. Je voulais vous parler d'un podcast du coup que j'ai découvert en préparant l'émission. Donc c'est une jeune femme inspirante. Elle s'appelle Shane Love et en fait elle tient le podcast Hello Solo. Et dans son podcast, en fait, les mamans célibataires elles prennent la parole pour raconter leur histoire, donner des conseils pour gérer la monoparentalité. Elle parle aussi des épreuves qu'elles surmontent et surtout comment elles jonglent toute la journée. Et elle parle des rêves qu'elles ont envie d'exaucer. On l'écoute. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Hello les solos, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier épisode en ce tout début d'année. J'espère que vous allez bien. Vous connaissez des mamans solo ? Ouais. On en connaît je vais lui envoyer. De notre âge jeune. Ah, de notre âge Moi non, je crois pas. Si, moi j'ai une copine. En tout cas, tu devrais. Je lui enverrai. Ouais, je lui dis, est-ce que tu veux participer à un podcast ? Contacte Shane Love. Franchement, oui, parce qu'elle elle donne la parole à plein de filles et tout. Et franchement, je suis pas maman solo, mais j'étais là. Que je kiffe. Trop bien, ouais, grave. Mais de toute façon, les podcasts de maman, j'aime trop. Voilà. Trop bien. Petit truc inavouable du mardi soir. Unpopular opinion. Exactement. Vous entendez le son derrière moi, c'est Ain't No Mountain High Enough. Il n'y a donc pas de montagne assez grande, pas même l'Everest pour Inoxtag, le célèbre youtubeur suivi par 7,66 millions d'abonnés sur YouTube et 5 millions sur Insta. Je suis allée voir aujourd'hui pour avoir les chiffres exacts. On sait jamais avec ces youtubeurs, ça monte tous les jours. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors Inoxtag, c'est qui ? Pour tous ceux qui figurent pas dans les 7 millions d'abonnés, parce que c'est possible. Et en réalité, c'est Inès Benazouz, un jeune homme de 22 ans, et il s'est fait connaître sur Internet en 2015 grâce aux jeux Minecraft et Epic Hub. Et ensuite, il a commencé à être beaucoup suivi par les gamers, notamment grâce à Fortnite. Et en plus, il faisait pas mal de vidéos avec Michou, qui est aussi un youtubeur hyper connu. Et depuis, en fait, le youtubeur, il propose sur sa chaîne YouTube plein de défis pour enflammer la toile. Par exemple, il y a 2 ans, il a lancé le challenge 2 mois pour être musclé. Et c'était le challenge de l'extrême. La vidéo, elle dure littéralement 54 minutes. C'est un épisode Netflix, le truc. Et elle a fait 7,4 millions de vues. Donc, juste ça, c'est juste pour que vous puissiez capter l'ampleur de sa popularité. Les filles, vous le connaissez bien évidemment. Lequel de ces vidéos challenge vous a le plus intrigué, marqué parce qu'il y en a tout le temps en fait. Moi, c'est celui où il part une semaine sur une île déserte et il essaie de survivre. Ok. J'ai trop kiffé. Robinson Crusoe. Ouais, moi j'aime bien les délires. Moi je suis très YouTube. Moi j'avoue, c'est pas trop mon délire, mais j'ai vu qu'il faisait des trucs en mode il marche 5 jours en Corse. Oui, je sais pas, il fait du vélo pour aller à Roubaix. Et je me suis dit, ok, wow, enfin. Inox, t'es fou. Non, mais il est toujours plein de challenges les plus fous. Et le dernier en date est vraiment, vraiment fou. Vous voyez, il y a fou et il y a fou, tu vois. Et du coup,
Qu'est-ce qui s'est passé au début de l'année 2023, l'année dernière? Il a annoncé qu'il avait pour objectif de gravir l'Everest. L'Everest, c'est juste le sommet le plus haut du monde, en fait. Ouais, et pour ça, du coup, il a dû se préparer physiquement en commençant par gravir le Mont Blanc. Ouais, et cette préparation physique et mentale, elle a duré 1 an. Et du coup, le 6 avril dernier, il a annoncé le grand départ avec un post Instagram où il a écrit... Je vais vous le lire. Il est désormais temps pour moi de me lancer dans une nouvelle aventure et je ne reviendrai qu'après avoir atteint mon objectif. Ouais, et il a aussi lancé... C'est un film épique. Genre, au revoir tout le monde, je m'en vais. Je m'en vais, c'est ma quête. Mais c'est clairement ça, justement parce qu'il a fait une vidéo YouTube qu'il a appelée Au revoir YouTube. Donc littéralement... Au revoir. Mais YouTube, ça se trouve, c'est le challenge ultime. Après, il reviendra pas, quoi. Il reviendra. Il reviendra. Il va tellement revenir. Bah, déjà, le but, c'est de faire une vidéo. Donc, oui. Du coup, dès qu'il a terminé. Après, peut-être que ça, il va changer de mindset et il va se dire, au final. Il va rester vivre dans un igloo en mode. Je ne pense absolument pas. N'oubliez pas que c'est un sacré business pour lui. D'ailleurs, son expédition, elle devrait durer entre 1 mois et demi, 2 mois. Il est en plein dedans, normalement, si les calculs sont bons. On écoute un extrait de sa vidéo, du coup. Au revoir YouTube. Il y a 1 an, j'ai annoncé que je voulais monter l'Everest. Bah demain, je pars pour monter l'Everest. Voilà. Après 1 an d'entraînement, après 1 an d'acharnement, de dépassement de soi, je pars enfin. C'est vrai que c'est bizarre de voir une vidéo d'Inox au revoir YouTube, mais d'un côté, c'est un au revoir aujourd'hui que je vous fais parce que je pars à l'aventure. Et avant de partir, j'ai envie de vous dire un peu tout ce que j'ai sur le cœur et qu'on regarde cette vidéo tous ensemble avant mon départ. Un chouïa dramatique. Non mais sans l'image, pardon, on dirait qu'il pleure. Non mais il parle vraiment avec beaucoup de sincérité. C'est un gros défi, on va dire. Il a juste 7 millions d'abonnés en fait. Donc il parle à 7 millions de personnes là, tu vois. Des gens qui sont à fond dans le truc. Derrière son petit bureau, il voit pas 7 millions de personnes. C'est comme là sur les réseaux, c'est la folie moi. Ça me fait trop rire. J'ai tellement de gens qui J'arrive justement. N'allez pas trop vite en besogne, chère demoiselle. Justement, du coup, Inoxtag, il est parti au Népal pour gravir ce qu'on appelle le toit du monde le plus haut. Il y a quand même 8848 mètres et il s'est préparé juste en 1 an. À la base, je tiens à préciser qu'il connaît rien à l'alpinisme. Donc déjà ça, c'est un défi qui peut paraître hyper inconscient. Mais en plus de ça, Florence, son projet a divisé les professionnels de la montagne. Ouais, pour eux, Inoxtag, c'est surtout le bouchon qu'il a poussé trop haut. Le truc, c'est que... J'arrête. Mais le jour où tu vas arrêter, ça va me manquer. Ouais, n'arrête jamais. Donc continue. J'aime trop manquer autant que Inox. Ça va être compliqué. Parce qu'Inox, j'ai besoin que tu reviennes. Vous allez comprendre pourquoi elle dit ça juste après. Et du coup, le truc, c'est que son défi, il est super dangereux. L'Everest, c'est pas la butte Montmartre, c'est la plus haute montagne du monde. Et la gravir, c'est même un défi pour les alpinistes confirmés. Bah oui, parce que c'est prendre des risques énormes. Et en plus de ça, ça nécessite une préparation hyper stricte. Ouais, totalement. Chaque année, c'est environ 750 personnes qui s'essayent à l'exercice. Et parmi eux, à peu près 6 personnes en meurent avant ou après à cause des conditions extrêmes et des accidents. Pour autant, les influenceurs, et pas qu'Inoxtag, se sont pris de passion pour l'ascension des sauvés. Et en ce moment, il y a une grosse hype montagne. Par exemple, il y avait eu Lena Situation sur le Kilimandjaro en 2021. Je sais pas si vous aviez regardé la vidéo à l'époque, mais moi si, et ça avait l'air intense. Est-ce que ça vous impressionne ce genre de vidéo? Bah ouais, genre à quel moment tu penses à aller sur le Kilimandjaro? À quel moment, tu vois? Genre, non, moi j'avais trop kiffé. Mais moi, c'est cool. C'était des vidéos genre avec son mec. Enfin, c'était la vidéo de son mec et elle l'avait accompagné avec et le tout. guide et tout. Ouais, et moi j'avais bien aimé. Enfin, j'avais l'impression de regarder un docu comme un autre, tu vois. C'est ça. Et moi, j'avoue, ça m'avait émue. Et en plus de ça, je trouvais que ce qui était cool avec elle, c'est qu'elle mettait en avant les difficultés. Mais c'est vrai que c'est pas toujours ce qui ressort de ce type de récit. L'idée, souvent, c'est d'y aller sans entraînement ou presque et de vanter le dépassement de soi. Ouais, c'est comme Jilcy sur le Mont Blanc. Ouais, alors lui, mais parfait exemple. Alors Jilcy, parfait exemple. Ici, on va tailler un Chute-moi bien, Gigi. Non, j'ai rien contre toi, mais il avait dit dans sa vidéo que c'était pour montrer que tout était possible, voilà, blabla. Sauf que déjà, quand on veut, on ne peut pas forcément, encore une fois. Déjà, c'est irresponsable sportivement, ce genre de discours. Lui, d'ailleurs, il a dû solliciter les secours pour redescendre et c'est pas une bonne idée, en fait, de se dire que si on n'y arrive pas, on va se faire aider. Ça mobilise des effectifs qui, eux aussi, mettent
mettre leur vie en danger et ça a un coût. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a le maire qui avait proposé de soumettre une caution de 15 000 € pour les pseudo-alpinismes, donc avec 10 000 € qui correspondent au secours et 5 000 aux frais d'obsèques. Et en fait, c'est du second degré, mais c'était pour montrer à quel point il n'en pouvait plus des gens qui grimpaient avec zéro sérieux, quoi. Et ça, en plus, c'était pendant la période de canicule. Ouais, c'est ça. Et sans compter qu'avant de penser au pire, la réalité, c'est que l'ascension du Mont Blanc, ça coûte des milliers d'euros. Alors, celle de l'Everest, ça donne vraiment le vertige. Inoxtag a dit que ça lui avait coûté entre 600 000 et 1,2 million d'euros. Donc, je le redis, quand on veut, on ne peut pas forcément. Mais bon, est-ce que vous, si c'était quelque chose d'accessible, c'est quelque chose qui vous brancherait de... Ma belle, qui a 1 million d'euros ici? Non, mais si c'était accessible, c'est mort. Moi, c'est mort. Pourquoi je vais aller me fatiguer à monter? Je reste en bas, tranquille. T'as vu la tour Montparnasse? T'as vu? Oh, il y a un rooftop. J'ai peur. T'as vu ou pas? Genre, c'est mort. Je monte même pas à la tour Eiffel. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est mort. Non, moi, c'est même pas pour le vertige, mais juste... Genre, je vais être essoufflée, je vais transpirer, je vais avoir froid, je vais me salir. Alors que le dépassement de soi. Non, c'est mort. Je veux bien faire un tour en hélico, si ça m'est accessible. Mais non, franchement, non. Non, j'ai trop peur. Excusez-nous, j'aimerais bien faire un tour avec mon hélico. Rêver, pourquoi pas, mais... On peut rêver. Mettez-moi un ascenseur. On a le droit de rêver. À deux pigeons. Voilà, mais non, allez le faire moi-même. Non, c'est mort. Ouais. Non, mais et toi? Moi, j'aime bien le principe, mais je me dis c'est peut-être trop dingue. Genre vraiment, je préfère rester à des petites randos classiques, quoi. Mais même la rando, regarde-moi bien. Moi j'aime bien. Non, ça, moi j'aime bien. Bah moi, rando que tu peux faire en claquette balade, quoi. Bah j'en ai fait plein en claquettes. Ouais, bah génial, c'est super dangereux. Avec pas trop de sens. Pas mes conseils. Vous allez me casser les chevilles. Moi aussi, les professionnels de l'alpinisme, ils vont grave me tomber dessus. Voilà. Non, ne faites pas de rando en claquette, évidemment. Mais bon, en tout cas, pour les professionnels de l'alpinisme, c'est injuste que des influenceurs, du coup, ils puissent se payer une expérience pareille quand certains, ils cherchent des financements pour le faire toute une vie, en fait. Oui. Et pour eux, c'est devenu de la consommation réservée aux plus riches. Et cette exploitation commerciale, ça dénature les codes de l'alpinisme, finalement. Et en plus de ça, ne serait-ce que dans les valeurs de l'alpinisme, il y a le fait de prendre son temps. Bah ouais, c'est un rapport au temps qui est très lent dans le sens où c'est une pratique dans laquelle on s'engage. Donc rien à voir avec les défis one-shot des influenceurs qui ont l'ambition de gravir des sommets très rapidement et qui au fond, ils s'intéressent pas à la montagne, mais plus à son sommet justement et pour leur ego. Ouais, c'est ça. Après, faut aussi faire une distinction entre alpinisme et tourisme d'altitude. Ouais, mais n'empêche qu'on peut l'appeler comme on veut, mais ça reste désastreux écologiquement parlant aussi. D'ailleurs, pour la petite histoire, depuis peu, faut ramasser ses excréments si on escalade l'Everest. Et ça, c'est parce que les déchets sont devenus un problème majeur là-bas. Il n'existe aucun chiffre officiel, mais on estime qu'il y a 3 tonnes d'excréments humains entre le pied de l'Everest et son sommet. Donc bon, est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait qu'on arrête de salir sa petite jolie robe blanche là? Plutôt que mettre du caca littéralement déjà, partout. Déjà, moi l'histoire de caca, j'étais sûre de pas y aller. Mais alors l'histoire du caca, mais j'ai vu qu'en haute altitude il fait tellement froid qu'en fait ça peut pas se décomposer. C'est pas vrai, ça reste caca, genre caca. En gros, mais génial. Mais c'est pour ça que maintenant il faut les mettre dans des tonnes de merde. Je peux pas y croire. C'est mort, tous ces efforts pour aller sentir les fesses des gens là-bas, là, c'est mort. C'est archi mort. Je pense que son nez il est complètement bouché. Ouais, c'est pas faux. Ouais, mais même tu respires à peine. Enfin, est-ce que tu vas aller, je sais pas. Non, c'est mort. Non, mais c'est mort. Déjà que c'était pas gagné. Ouais, c'est archi mort. Mais tu vois là, t'as dit, il y a plein d'influenceurs qui se mettent à la montagne, donc ça devient assez hype, ça devient populaire aujourd'hui auprès des jeunes. Et moi, je vais vous parler d'un jeune justement qui est expert en la matière. Et lui, pour le coup, il sait ce qu'il fait. Alors, du haut de ses 19 ans, l'alpinisme franco-écossais Alasdair Mackenzie, il est en passe. Sachez qu'il est en passe de devenir le plus jeune alpiniste de l'histoire. Et lui, en fait, son but, c'est d'atteindre les 14 plus hauts sommets du monde. Okay. Pour l'instant, il en a fait 12. Donc déjà, il est vraiment plutôt pas mal. Et Everest inclus, bien sûr. Okay. Et pour cette année, donc, il vise le Cho-Oyu et le Shishapangma. J'ai pas envie de dire de bêtises. Shishapangma, et ça se trouve en Asie. Okay. Alors, à votre avis, combien de grimpeurs ont réalisé cette prouesse et quel âge avait le plus jeune surtout? 0. Je sais pas. Non, moi je pense que la prouesse de faire les 14. Oui. Ok. Moi je dirais. En tout dans le monde. Moi je dirais 1 comme ça, c'est hyper beau. Moi 2 et genre 18 piges. Vous êtes dans. Attendez, vous êtes dans l'abus parce qu'il y en a des milliers par année qui tentent l'expérience. Et écoute, on veut une histoire sensationnelle. Voilà. D'accord. Bon, ça sera pas trop senso parce que il avait 14 ans. T'as dit quoi? 1000. Et toi?
Ok, bon, je change. Non, toujours. Okay. Qui est le plus fruste? C'est Flo. Parce que c'est 50. Ouais. Okay. Il y en a une cinquantaine et en fait, le plus jeune grimpeur d'entre eux, il avait 30 ans. Et il s'appelait Mingma David et il vient du Népal. Sympa. Ok, Sympa. Donc là, s'il réussit, c'est le plus jeune du monde. Oui, à 19 ans. C'est quand même impressionnant. Go Alasdair Mackenzie. Ouais, et je me demande juste à quel âge il a commencé en fait parce que... Mais je pense à un truc d'habitude. Hein. Ouais, ou peut-être un que truc ses de parents famille, ils sont dedans. Ouais, sûrement. Mais en tout cas, chapeau quoi. Ouais. Je suis même pas capable d'escalader. Mais génial, il a monté 8000 mètres pour voir du caca. Moi, ça m'a choqué. Je suis désolée. Hein. C'est très beau tout ça, mais à l'issue, tu as marché sur des tonnes de caca. Elles sont ouf. Là, on vous parle du YouTube Game et on est revenu sur le défi que s'est lancé le YouTuber Inoxtag, gravir le mont Everest avec seulement 1 an de préparation. Alors, il est parti le 7 avril dernier, donc ça fait plus d'1 mois là. Depuis, on n'a plus de nouvelles et c'est normal parce que clairement, il a annoncé. Pas la 5G là Vous inquiétez pas, les filles, il va revenir. Il a dit qu'il serait de retour sur Internet à la fin de son aventure. Mais bien évidemment, comme toujours sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train. Carrément, il y a des gens qui ont annoncé sa mort. Il y a des gens qui ont dit ça avait tourné et tout sur les réseaux. Parce que c'est vrai, hein, chaque année, tu l'as dit, hein, chaque année, il y a des morts dans les gens qui veulent gravir l'Everest ou des montagnes. Mais bon, là, les gens ont commencé à dire qu'il est mort. Et il y a un son qui est devenu viral sur TikTok. Et ça fait genre, Inoxtag revient, tu manques à la terre entière. Bref, moi, je vais pas la chanter, c'est mort. Ça donne ça. Inoxtag revient, s'il te plaît, tu nous manques tous. J'ai allumé le chauffage pour que tu aies mon froid. J'ai arrêté de respirer pour que tu aies de l'oxygène. J'aime trop. Et encore là, j'ai mis dans ma playlist urgent. J'ai mis genre 10 secondes, mais en vrai ça continue après, tu vois. Oui, et c'est genre avec une belle voix, mais des paroles, t'as peur, ça veut rien. Une belle voix. Oh. Mais parce que c'est en accéléré, tu vois. C'est n'importe quoi. Moi cette génération, cette génération Z là, ces gens nés après 2000, ça m'impressionne. Vraiment, ils sont trop chauds. Ils sont trop chauds sur les réseaux. Et ce qui est fou en réalité, c'est de voir l'impact que toutes ces stars du net elles ont sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, ce sont vraiment les idoles des jeunes, à tel point que YouTube, aujourd'hui, c'est devenu un sérieux concurrent à la télé. Hein. Vous regardez plus YouTube ou la télé ? YouTube. Et toi ? Ni l'un ni l'autre, en vrai. Moi, je suis une meuf de YouTube depuis le collège. C'est vrai ? Ouais, plus trop de télé ? J'ai jamais trop regardé la télé déjà. Ok. Et toi ? Moi, je suis encore un peu des deux, mais j'avoue, YouTube, ça saigne. Hein. Ouais. Et Netflix, hein. J'avoue. En fait, aujourd'hui, on aime bien regarder les programmes à l'heure qu'on veut. On cherche exactement ce qu'on veut, etc. Ouais, mais par exemple, pour la télé, il y a le replay. Donc, il y a des gens qui peuvent continuer à consommer beaucoup la télé, mais juste à des heures différentes. Tu vois. Oui, j'avoue, j'aime bien le replay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, YouTube, c'est passé de vidéos banales à des super productions, carrément, qui sont vues par des millions de spectateurs. Et la toute première vidéo, vous savez, elle a été postée en quelle année ? En 2005. En 2005. C'était quoi la vidéo ? Je l'ai vue aujourd'hui, j'étais là genre tu mens. C'est un des créateurs de YouTube qui est dans un zoo devant des éléphants et il est en train de dire voilà, des éléphants. Mais vraiment, tu vois, en fait ça se voit, c'est un test, tu vois. Regardez première vidéo YouTube, même vous nos auditeurs, tapez première vidéo YouTube, vous allez voir, c'est une comment genre aujourd'hui on est passé de ça à des films de cinéma, tu vois. Et c'est vrai que depuis ça a changé vraiment. À la base les gens postaient leur vie et depuis 2007 il y a autre chose, c'est que YouTube a mis en place la rémunération de ses créateurs. Du coup aujourd'hui les youtubeurs, les créateurs de contenu l'ont bien compris, il faut créer des concepts qui fonctionnent pour faire des vues et aussi de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle on est confronté à des challenges qui sont toujours plus extrêmes. Oui, parce que le YouTube fait maison, c'est fini. Aujourd'hui, les youtubeurs français les plus suivis publient des vidéos de 30 minutes à 1 heure, tournées avec des pros, dans des studios, avec plusieurs caméras, des décors, comme la vidéo du plus grand Où est Charlie du monde de Squeezie, qui a été tournée à l'U-Arena, donc la plus grande salle de concert d'Europe, ou encore le lancement de Danse avec les stars d'Internet, donc en mars, par Michou. Et c'est la même chose que l'émission, il y a le même jury, des caméras, un plateau et des primes sur Twitch, et la finale diffusée sur TF1. Et du coup, on voit bien que YouTube, ou encore Twitch, c'est plus du tout le truc de niche ou de geek que c'était il y a 10 ans où juste un mec montrait des éléphants. Non mais clairement, et c'est vrai que pour divertir tous ces millions d'utilisateurs, YouTube utilise les mêmes codes que la télé. Ouais, au début, les youtubeurs, être youtubeur, c'était pas un métier, c'était un passe-temps pour les passionnés de maquillage, mode, jeux vidéo, cuisine, bref, tout ce qu'on veut, qui partageaient des vidéos tournées à l'appareil photo numérique ou à la webcam, ou qui voulaient échanger avec des passionnés comme eux, et puis c'est rapidement devenu un vrai travail de création de contenu avec des partenaires
partenariats, etc. Et naturellement, ils se sont entourés et aujourd'hui, ils travaillent avec des vraies équipes de production. Ils ont les moyens de leurs ambitions. La preuve avec Inoxtag qui tourne un doc sur son ascension de l'Everest, ou encore Seb Lafrite et Elena qui sont sur leur ascension du Kilimandjaro. Est-ce que vous êtes beaucoup sur YouTube quand même ? Franchement, ouais. Tout YouTube, de recettes machin YouTube. Enfin, dès que je veux un truc, je vais sur YouTube. Ok. Et moi, c'est une référence. Mais moi, pas trop, mais quand j'étais plus jeune, grave. Mais là. Et vous êtes plus délire YouTube, maison, les DIY, What's in my bag et tout, qui était grave à la mode quand on était plus jeune, ou les super productions, les concepts, l'imposteur, les trucs comme ça. Moi, pour le coup, super production, je préfère aller au cinéma, voir un vrai film, me poser, mettre du temps. C'est pas pareil. Ouais, mais c'est aussi long qu'eux. Et moi, mon engagement, il est dédié à un film. Et sinon, YouTube, c'est pour regarder vraiment des conneries. Ah genre, non, c'est une connerie un peu, genre le pire stagiaire. Le pire stagiaire, Greg Guillotin, je me pose, je me tape des barres. C'est super long. Mais c'est long, mais c'est grave. Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis team des deux. Là, je regarde autant des meufs qui font des favoris du mois sur ce qu'elles ont acheté que des vidéos de Squeezie, genre l'imposteur que j'aime trop, ou des délires comme ça. Ouais, parce que pour moi, YouTube, c'est vraiment ton petit déj. T'as 5 minutes, tu mets genre une bêtise. Mais ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'il y a ça en fait. Il y a de tout. Moi, je fais ça. Genre, des fois, je mange toute seule et tout. Je vais mettre un truc YouTube bidon, genre les favoris dont je parlais. Ouais. Et des fois, par exemple, à chaque fois qu'il y a un imposteur qui sort de Squeezie, je me pose avec mon petit frère et on le regarde. Genre, on a notre heure où on regarde. Ouais, Squeezie. C'est ça. Moi, en ce moment, je suis sur les vlogs. Les vlogs voyage et tout, mais ça, je trouve ça, c'est du contenu de quand tu manges. Moi aussi, tu vois. Il y a des temps pour, mais tu vois, moi, je suis posée et je les enchaîne. 20 minutes, plus 20 minutes, plus 20 minutes. En vrai, tu te dis, ah ouais, j'avoue, ça te donne envie, ça te donne des idées, tu vois ce que je veux dire. Par contre, là, tu vois, on parle aussi de la télé. Moi, je me dis, la télé plus YouTube qui collaborent, en vrai, ça pourrait être un combo de ouf. Ouais. Et c'est pour ça qu'en 2012, en gros, on a 2 producteurs de télé qui ont lancé Studio Bagel. Est-ce que vous vous souvenez ? Bien sûr, Studio Bagel. Et voilà. Et du coup, c'est une chaîne YouTube d'humour qui sera rachetée par Canal plus tard, qui diffusera les tutos de Jérôme Niel ou encore des zappings du Before tous les soirs de la semaine, avant l'émission du Grand Journal, qui était le programme phare de la chaîne à l'époque. Et dans le même esprit, il y a la chaîne YouTube Golden Moustache qui a été lancée par M6, ou encore le pire stagiaire de Greg Guillotin. Du coup, qui est diffusé sur C8, mais aussi sur YouTube, et qui est produit par H2O, la société de production de Cyril Hanouna. Ouais, et pourtant, à la télé, on a longtemps méprisé les youtubeurs, c'est drôle. Bah ouais, à la télé, on avait du mal à comprendre que c'était ce que c'était, tout simplement, et pourquoi ils avaient tant de succès. On se demandait si c'était un vrai métier, quel était l'intérêt de suivre des mecs et des meufs qui racontent leur vie ou qui jouent aux jeux vidéo. Et quand ils étaient reçus sur des plateaux télé, ça se passait pas super bien, c'était même très irrespectueux, comme quand Natou est passé dans On n'est pas couché avec Ruquier en 2015 et que les chroniqueurs ont parlé du Vidéo City. Donc c'était le premier salon de youtubeurs en France. Que c'est l'équivalent de Disneyland mais avec des youtubeurs. Ouais. Donc c'est comme si on voyait Mickey, Donald, des dingos, mais les vrais du coup. Oui, sauf qu'on est des artistes un petit peu. Donc... Ah ouais, c'est vrai. Donc bref, un peu de mépris. Ou le plus connu, c'est quand Squeezie est passé chez Ardisson dans Salut les Terriens. Alors c'est devenu un métier, donc en 2017, de regarder des jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Peut-être que ça va le devenir. Ça serait mais peut-être que vous devriez faire ça, ça se trouve. Mais peut-être que je boufferais des pizzas sur YouTube et les gens viendraient me voir manger des pizzas. Mais au Japon, il y a beaucoup de vidéos comme ça, où ils se filment en train de manger et ça fait beaucoup d'audience. Ouais. Alors, est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non ? C'est une dinguerie. Ouais. Ça me fait même pas rire. Moi, ça me fait pas rire. En fait, moi, je me dis, c'est l'intention qui était tellement mauvaise quand on a invité ces youtubeurs-là. On s'est dit, bon, on va bien les ridiculiser, on va être super malveillant avec eux. Et surtout que j'ai l'impression que c'est plus... genre, c'est l'idée qu'ils ont aussi peur que les gens se détournent de la télé et aillent vers YouTube. Ils voient ça comme une concurrence, alors que... Écoute, qu'à la télé, il y a toujours eu des contenus un peu, genre il y a des bêtisiers où tu regardes des chats qui tombent pendant, voilà, moi, ça ressemble beaucoup à YouTube. Et c'est les trucs d'internet, quoi. Et du coup, en fait, ils ont tout simplement peur que les gens se détournent de la télé, parce que oui, le temps de télé il diminue, surtout chez les jeunes, parce qu'on est passé de 2h47 en moyenne par jour en 2012 à 1h15 en 2022, selon les données Médiamétrie. Donc c'est pour ça que la télé réfléchit de plus en plus à la manière dont elle peut diffuser ses contenus, donc via le replay, ou encore les réseaux sociaux, comme les youtubeurs finalement, d'où le lancement de M6+, ou encore TF1+. En gros, l'un s'inspire de l'autre et vice versa, quoi. Ouais, et tu vois là, je voudrais juste qu'on revienne sur Squeezie, parce que au cas où vous ne le savez pas, aujourd'hui Squeezie c'est la big star. Squeezie c'est ma vie. C'est le au GP, on s'est croisés, je suis sûre qu'il m'a vu. C'est vrai. Nos regards se sont croisés. Tu t'es plongé dans ses yeux. Mais
En fait, ça a duré une seconde, peut-être. Il y a eu un eye contact. Mais j'espère que quand il regardait pas derrière moi. Parce que moi, j'étais persuadée qu'on se regardait, qu'il y a eu un lien qui s'est créé. En plus, toi, t'es toute petite. Est-ce que t'as vu même Squeezie, il est pas super grand. Hein. Ah ouais, il est pas super grand. J'allais dire. Non, je pense pas qu'il fasse ma taille. Mais il y a eu un truc. Il y a eu. Je suis persuadée que quand je mets des j'aime, il sait que c'est moi. Il se dit c'est la meuf du GP. Il se dit le c'est petit la meuf j'aime de là, Move. c'est la meuf du GP. En tout cas, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est le premier youtubeur de France. Il est suivi juste par 18 millions d'abonnés. C'est largement plus que des animateurs télé qui ont voulu lui ridiculiser. Ouais, c'est même largement plus que les audiences. C'est largement plus que les audiences. C'est un truc de ouf en fait. Enfin, il a été dénigré à l'époque et aujourd'hui il en est là. Et d'ailleurs, il a annoncé hier son grand retour sur YouTube le 18 mai prochain après 4 mois de pause. On l'écoute. Messieurs, dames, c'est officiellement mon retour sur YouTube. Let's go! Hâte de voir combien de vues cette vidéo va faire parce que ça faisait 4 mois qu'il était parti et il avait annoncé sa pause justement 3 jours après la sortie de son documentaire qui s'appelle Merci Internet sur Amazon Prime et justement c'est un documentaire qui est consacré à son parcours. Donc là on voit toute l'évolution, le documentaire il est trop bien et justement quand il a annoncé sa pause il a expliqué qu'il avait besoin de repos, d'avoir les idées claires aussi pour avoir de l'inspi et du coup Leïla crée des nouveaux concepts. Exactement. Hâte de voir ça. Moi j'ai hâte, je vais regarder avec mon petit frère. Ouais. On va kiffer tout ça. Enfin, je vais mettre un j'aime. Non, là, ça sera peut-être 1 heure dédiée à ça. Je suis toujours avec Florence et Leïla. Qu'est-ce que tu fais? J'avais un truc dans l'œil, pardon. Je suis là. J'allais dire, elle pleure. De ouf. Qu'est-ce qu'il y a, Florence? Pourquoi tu pleures après cette musique si entraînante, Florence? Non, mais justement, je voulais tout avoir mes yeux pour vous voir. Et tu kiffes ou pas? Arrête de me draguer, là. Tu me dragues, si, c'est parti. Et justement, alors là, on est vraiment dans le thème. Bien évidemment que, si vous avez pas la ref, on peut rien faire pour vous. Mais clairement, là, aujourd'hui, on est très connectés. Là, on était sur YouTube, vous avez capté. Et maintenant, on est sur TikTok. Oui. Vous le savez, hein, sur les réseaux, tout marche par période et surtout par trend. Alors déjà, dans un premier temps, parce qu'on a aussi des personnes qui sont pas sur TikTok, qui nous écoutent. Une trend, c'est quoi? Et ben en fait, c'est une vidéo virale, une tendance, un phénomène qui se propage rapidement sur la plateforme. Cette vidéo, elle va inciter les utilisateurs à reproduire un certain type de contenu. Ce contenu, il est souvent basé sur une musique, un son, un filtre, je sais pas, un thème en phase avec l'actualité. Ouais. En vrai. Et souvent, toujours pour ceux qui ne connaissent pas, on les suit pour faire le buzz et toucher un maximum de personnes. Bien sûr. C'est la base. J'adore cette définition de trend. Évidemment, voilà. Très bien expliqué. Trend pour les nuls. Parfait. La trend pour les nuls, TikTok pour les nuls, les réseaux sociaux pour les nuls. Et c'est vrai, on va pas se mentir. Quand les vidéos elles sont virales, toutes ces trends là permettent de toucher un large public. Quand il s'agit de trends sur l'actu, elles permettent aussi de passer des messages bons ou mauvais. En tout cas, ça véhicule le message. Et justement, on y vient. Hein. Puis à un moment, on observe une tendance que je trouve vraiment très nulle personnellement. C'est la trend Mid Girls. Moi perso, Leïla, rien que l'intitulé de cette trend, elle me dérange. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et du coup, pour mieux vous expliquer, voici un petit extrait. Tu sais comment je sais que je suis une meuf mid? Meuf mid, en gros, c'est une meuf qui est belle, un 5 ou 7 sur 10, mais elle est pas vilaine, tu vois. Je sais que je suis une meuf mid parce que si je fais un playback et que je vais pas sur TikTok, j'aurai jamais genre 1 million de vues. Je sais que je suis une meuf mid parce que mes potes ne me republient jamais dans leur story Insta quand je poste une photo sur Instagram. Et en vrai, c'est pas grave, tu vois, genre je suis pas fâchée contre eux. Je sais que je suis une meuf mid parce qu'on m'a déjà dit, t'es pas mon style physiquement, mais... Je sais que je suis une meuf mid parce que si demain je me coupe les cheveux au carré, je suis immonde. Genre vraiment, personne me donne l'heure. Je sais que je suis une meuf mid parce que dès que je perds du poids, on me dit putain et tout, mais ça te va tellement mieux comme ça. En gros, enfin bref, vous avez capté. Je sais que je suis une meuf mid parce qu'un mec m'a déjà recal. Et pour moi, quand t'es un 10 sur 10, aucun mec au monde sur Terre ne te recale. Même si le mec il a une meuf, il est capable de flancher si t'es un pain. Je sais que je suis une meuf mid parce que je me faisais harceler au collège. Mais genre, ingrat. Je sais que je suis une meuf mid parce qu'on me dit t'es jolie, mais pas t'es belle, ou pas tu dead, ou pas genre putain t'es trop un canon de beauté meuf. Et en vrai c'est pas grave d'être une meuf mid, tu peux pas être un 10 sur 10, tu vois ce que je veux dire. Putain t'es trop un canon de beauté meuf. Qui vous a déjà dit ça? Putain t'es trop un canon de beauté meuf. Elle a tellement chasse. Mais du coup, comme vous l'avez entendu, le principe est simple. On fait une liste face cam, on liste face cam les preuves qui montrent qu'on est ni belle ni laide, mais entre les deux, donc mid, le diminutif voilà de middle, qui veut dire milieu en anglais.
Et c'est totalement une trend qui dessert la cause des femmes en les poussant à se dénigrer elles-mêmes. Franchement. Et je jette pas la pierre aux filles qui la font, parce que je pense pas que ça soit mal intentionné de base. Ça peut être pour rire ou pour se confier sur ses complexes. Chacune a ses raisons et on s'en fiche un peu. Mais si on suit leur logique, ça veut dire qu'il y a 3 catégories de femmes. Les moches, sur qui on ne se retourne pas dans la rue. Les mides, qui sont un peu jolies et mignonnes, mais pas trop quand même. Et les avions de chasse, les paquets, comme je les appelle, à qui tout réussit. Mais surtout qu'en fait, ça, c'est des critères qui viennent du regard masculin, donc c'est n'importe quoi. Bah de ouf, parce que dans la plupart des vidéos, ceux qui sont à l'origine des complexes, c'est les mecs qui auraient recalé ou les mecs à qui on n'aurait pas plu, comme si les mecs étaient le jury qui donne des notes de beauté ou d'attractivité et faire passer leur perception avant la nôtre sur notre physique, je trouve que c'est tellement dangereux et c'est même de la folie parce que ça pousse déjà à se déprécier et surtout pour les plus jeunes d'entre nous qui vont estimer que le 10 sur 10, c'est pas pour elles, qu'elles sont lambda et je trouve que ça fait mal à l'estime de soi tout simplement. Moi, ça me fait vraiment mal de voir des filles dévalorisées comme ça et pour aller à l'encontre de ça, il y a la trend du « tu sais que t'es belle si ». Je sais pas si vous avez vu. Non, moi j'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Mais en gros, ça m'a fait trop rire parce qu'il y a des meufs qui disent tout et n'importe quoi. Moi, tu sais que t'es belle si tu respires. Du coup, on écoute un petit extrait. Tu sais que t'es belle si dans la liste des plus belles filles de l'école, t'étais dans les dernières. Parce que les filles les plus moches au collège, c'est toujours celles qui deviennent les plus belles. Moi, dites-vous, j'étais avant-dernière et aujourd'hui, je suis belle. Bref, cette vidéo, c'est un ego trip pour moi-même en fait. De toute façon, c'est ma vidéo, donc je dis ce que je veux et c'est mon compte TikTok. C'est n'importe quoi. Mais du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Mais du coup, je me suis dit, on peut jouer. Pour vous, qu'est-ce qui fait que vous êtes un 10 sur 10 ? Moi, je suis un 10 parce que j'ai pas gravi l'Everest. Moi, je suis un 10 parce que je cuisine trop bien. Elle a fait grave premier degré. Moi, je... Moi, je suis un 10 parce qu'au collège, j'étais grave moche, j'avais un appareil dentaire. C'est bon, pas. Moi, je suis un 10 parce que mes brushings, ils étaient éclatés au sol. Et maintenant, je me coiffe bien. J'ai dead. C'est n'importe quoi, cette traîne, elle veut rien dire. Non, si j'ai pas les mots. Je trouve ça super marrant de se valoriser sur des trucs un peu... Non, mais franchement... Des trucs banaux. Banal, banaux. Vous voyez ? Bon, là, on va juste repartir sur la traîne de Meet Girl parce que... c'est ça le sujet à la base. On l'a tous vu, des vidéos tournées comme ça sur TikTok. Et moi, j'ai regardé les commentaires des filles qui font cette trend-là. Et c'est une dinguerie comment les commentaires, ils sont méchants. Bah ouais, parce que soit on a des commentaires de meufs qui s'identifient à ces meufs mid, entre guillemets, et c'est plutôt gentil. Soit des commentaires de filles qui regrettent que cette trend existe. Et là, on commence à être un peu virulent. Et bien sûr, on a celles, et surtout ceux, en grande majuscule, qui considèrent que c'est de la fausse modestie, que c'est une trend faite pour recevoir des compliments. Est-ce que vous trouvez que c'est ça ? Je pense que c'est divisé un peu. Je pense qu'il y a des filles qui le font vraiment genre en mode c'est un exutoire, genre je le dis parce que ça me libère et tout. Et je pense qu'il y en a qui sont en mode j'espère quand même qu'on va me saucer parce que ça va un peu rebooster mon ego. Mais les réseaux, c'est pas le bon endroit. Ouais. Tu sais bien oui, que mais on parle d'une génération Z, pire. Florence. On parle des gens qui ne vivent que pour ça. Moi je pense qu'il y en a plein, c'est pour se tourner un peu en dérision, enfin en autodérision, en mode je fais des blagues et tout sur moi-même. Et moi ce qui me fait rire, c'est les meufs qui sont dans tous les critères de beauté, qui sont considérées comme des meufs incroyables et qui sont en mode je sais que je suis mid parce que elle fait ça pour l'ego trip. Non, en fait, moi elle je fait ça pense pour se aussi faire que c'est peut-être être dans une communauté, genre tu te trouves peut-être mid ou je sais pas quoi, et en fait t'aimes bien voir que t'es pas la seule et du coup tu suis la trend un peu pour te dire c'est cool entre guillemets de au moins pas se sentir seule, complexée ou je sais pas quoi. Moi je pense qu'il y a aussi de ça. La sororité partout tout le temps. Mais du coup moi ce que je comprends pas c'est surtout belle ou laide selon qui, selon quoi. Ça, en fait. Ça a pas de sens, surtout que ces meufs là elles se réfèrent à des critères patriarcaux, blancs et hétéronormés. Dans la trend j'ai vu un truc qui m'a choquée. Il y en a qui disent qu'elles sont invitées à tel ou tel endroit parce qu'elles sont drôles, parce qu'elles ont de la répartie, ou juste qu'elles sont de bonne compagnie plutôt que parce qu'elles sont jolies, pardon. Comme si c'était plus important d'être un trophée à côté duquel votre entourage est fier de poser. Et je trouve ça trop triste. En même temps, c'est des filles qui sont jeunes et je sais pas vous, mais moi il y a un truc où quand j'étais au lycée par exemple, je pensais que être belle c'était beaucoup mieux qu'être intelligente et je me disais mais en fait je m'en fous qu'on me prenne pour une conne si les gens me trouvent belle. Mais parce que t'as l'impression que tout réussit aux gens beaux. Bah ouais, et du coup tu disais on va m'ouvrir toutes les portes du monde. Oui, mais ça, je pense qu'on passe tous par là quand on est ado, quand on est jeune. Je sais pas vous, mais avant d'aller en classe avec mes copines, on allait d'abord aux toilettes se regarder. À chaque pause, on allait aux toilettes devant le miroir. Il y avait vraiment un truc de... collège, lycée, c'est les années où soit tu te trouves pas belle, soit tu commences à avoir la perception de l'image que tu renvoies. Moi, je dirais plus lycée pour ça.
Ah ouais? Ouais, mais collège, c'est chaud. Moi, je trouve collège, ça commence. Hein. Moi, je trouve collège, tu commences à être un peu obnubilé par ton physique quand même. Grave. Bah, collège, justement, mais t'es complexé parce que, en vrai, t'as pas trop les moyens d'être belle. Je m'entends dans le sens où t'es jeune, t'as pas, tu sais, aujourd'hui, en vrai, avec l'argent, on peut se rendre belle. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens où même, tu peux te payer ton... Vous voyez? Écoutez ce que je veux dire. Dans le sens, je me comprends. Dans le sens où quand tu deviens plus grande, t'as les moyens pour aller chez le coiffeur, t'acheter ton make-up, tu t'arranges. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es au collège et t'es gamin, c'est tes parents qui payent. Et vas-y, flemme de dire à la daronne, est-ce que... Ou au daron, parce qu'il n'y a pas que les mamans solo. Est-ce que... ouais, tu peux me payer mon make-up? Est-ce que si... Enfin, c'est un budget d'être belle. Ouais, et même quand t'es jeune, tes parents, ils n'ont pas forcément envie que tu et puis t'es super jeune et tout. Donc déjà, et toi, et je pense que c'est encore pire pour les jeunes d'aujourd'hui parce qu'ils sont confrontés aux réseaux sociaux, ce que nous on n'avait pas forcément. Ouais. Voilà, tu vois. Alors que quand t'es au lycée, tu deviens un peu plus adulte et quand tu deviens plus âgé, en vrai, c'est plus simple, tu vois, de s'embellir. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit tous, on a glow up quand on a grandi et tout, parce qu'on n'avait pas les moyens. C'est juste qu'on était très jeune. Ce qui est marrant, c'est que je trouve quand tu tombes sur des photos de toi, quand tu te trouvais trop moche, t'es un peu en mode mais oui, j'étais comment ça tu voulais changer? Mais à l'époque, tu regardais elle et tu disais mais putain, je suis trop moche. En plus, on était grave pas dans les critères. Je me rappelle très bien. Les métis, on n'était pas la mode. C'était chaud, c'est devenu hype à partir du lycée. Tu vois, peut-être Disney. Ah ouais, les post-bad. Ah, c'est chaud. Au collège, c'était pas trop curly et tout. Ça, c'était notre lycée. Des gens savaient pas gérer nos cheveux, c'était compliqué. Mais bref, on le dit tout le temps, mais la beauté, c'est subjectif. Moi, perso, j'ai décidé d'être dans la désillusion, je vous le dis. Je suis super belle, je suis un paquet. Et la personne qui dira le contraire, je trouve qu'elle ment. C'est sûr, c'est une menteuse. Period. Et sinon, elle se ment à elle-même. Mais dans tous les cas, c'est pas mon problème. Si vous me trouvez pas belle, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Mais t'as un avion de chasse. Écoutez-moi, je suis un canon de cette société. Oh, le paquet, c'est quoi? Ce mot, c'est depuis que je la connais que je le dis. Je dis tout le temps paquet. Ouais, putain, on est des paquets, les filles. Je dis, mais vous vous rendez compte les paquets qu'on est là? J'aime trop ce mot. Tu me fais trop rire. Vous savez, il y a une autre trend aussi. C'est pas je suis belle, nanana, mais c'est une autre trend qui vient contrer aussi ce truc de la Meet Girls. Elle a été lancée par Sama Ajna. Donc elle est prof de yoga à Caen à la base. Et en fait, elle a décidé de lancer la trend. Je ne suis pas une Meet Girl, je suis un 8 sur 10. On aurait pu se donner plus par contre. Ouais, pourquoi se noter Ouais. Vous allez comprendre le concept. On l'écoute. Vous voyez la traîne sur les meufs mid là, en mode genre je sais que je suis une meuf mid donc et tout ce truc là. Moi j'ai décidé de ne pas être une meuf mid donc ça remonte à quelques années mais j'ai eu une discussion avec une de mes meilleures copines, franchement ça fait au moins 4-5 ans je pense. Et on s'était dit, yeux dans les bleus comme ça, c'est vraiment un choix d'être belle ou pas. Genre si nous on se vit à l'intérieur de nous comme étant des bêtes de meufs, les plus belles meufs qu'on a jamais vues de notre vie, c'est notre existence, genre dans notre tête on s'en fout quoi. Et du coup depuis ce jour j'ai décidé d'être un 8 sur 10 qui pour moi est un peu plus qu'une mid. Je vis dans une existence où je suis un 8 sur 10. Voilà, quoi que pensent les gens, je suis un 8 sur 10. Je vais donc lancer la trend, j'ai décidé de ne pas être une meuf mid, donc ça fait du bien d'avoir confiance en nous et il faut avoir confiance en soi, c'est trop important. Elle a grave raison. Mais c'est grave l'effet paquet de Leila, sauf que c'est un peu moins, c'est genre paquet yacht. Genre Paquito. Est-ce que vous, ça vous complexe? Enfin, c'est quoi votre rapport avec les réseaux? Est-ce que ça vous complexe de voir des meufs super fraîches? Est-ce que vous avez tendance à vous comparer? Plus jeune, oui. Mais plus je grandis... Non, toi, t'es un paquet. Plus jeune, oui. Mais plus je grandis, plus je suis un paquet, en fait. Donc, donc désolée si je fais complexer... Non, je rigole. Désolée si je fais complexer certains. Et toi, Flo? Après, moi, je pense que tu complexes aussi en fonction de ton entourage. Et comme moi, j'ai un entourage qui aime pas trop les réseaux, il y a plus un truc de... tu peux être une belle meuf sur les réseaux, mais c'est pas hyper valorisé dans les gens que je côtoie. Donc en soi, je me compare pas trop aux réseaux. Mais je pense qu'en vrai, je pense que c'est parce qu'on est on a grandi en vrai. Parce que quand t'es plus jeune, c'est hyper simple en vrai de se dire oh mais pourquoi moi je suis pas comme elle, pourquoi je suis pas comme. Après tu prends du recul et tu dis mais de toute façon les réseaux c'est pas la vraie vie. Et je pense que ça aurait été plus dur si on s'était construit avec les réseaux. Mais genre tellement. Avec, tu vois, moi je vois ma cousine, elle a 15 ans. Ouais. Les filles qu'elle suit sur les réseaux sociaux, c'est des filles qui ont son âge, mais qui ont 3 fois plus d'argent qu'elle. C'est ça. Et qui ont toujours des nouveaux vêtements, qui sont toujours à la mode, machin.
Et mais après, ces filles-là, on les a suivies parce que moi, ça me fait penser à, je sais pas, quand j'étais petite, je suivais Danae. Oui, et Danae, il y a sa petite sœur qui est maintenant suivie par les plus petites. Tu vois, il y a un truc où en fait, j'ai arrêté de la suivre parce qu'on n'a pas pris les mêmes chemins. Genre, il y a un truc à cette époque-là, il n'y avait pas de story H24. Tu les suis dans leur quotidien. Limite, t'as l'impression que t'es un proche. Voilà, là, c'était. Nous, les YouTube et tout, c'était vas-y, t'as une fois par semaine, tu vois ta youtubeuse, tu vois un vlog de ce qu'elle fait et tu dis ouais, elle fait des trucs de fou, elle te fait un peu rêver. Et avec mais les là, réseaux, quand c'est tous les jours, c'est vrai. et la fille, tu sais qu'elle va en cours comme toi, mais qu'ensuite, quand elle rentre, elle a. Ouais, mais je pense aussi que ça dépend ce qui te fait rêver, tu vois. Oui. Et moi, justement, c'est plus en ça, c'est qu'en fait, moi, ça me fait pas trop rêver non plus d'avoir toutes les palettes de maquillage ou d'aller en voyage, tout. Enfin, mais il y a plein de choses qui me font pas rêver dans les trucs des réseaux aussi. Donc moi, je pense que c'est pour ça aussi que c'est plus facile de pas se comparer. Mais je pense que déjà nous trois, on a beaucoup plus de recul. Mais moi, je suis beaucoup sur les réseaux, tu vois. Mais ça me fait pas rêver parce que je me dis. Ouais, mais on sait pas j'ai toujours ce truc du ouais, mais on sait pas ce qui se passe dans sa vie pour de vrai, tu vois. Alors que quand t'es plus jeune, tu te fies juste à ce que tu vois et tu te dis oh la chance, mais c'est pas ça la vie en réalité, tu vois. Écoutez-moi bien, c'est pas ça la vie. Les réseaux sociaux, c'est pas ça, ok, même si on n'est pas ouf. Non, nous on est des paquets. Nous on est des équipe de paquets. Tout le monde est un paquet. Everybody's a paquet. You. Everybody's a paquet. Ceux qui nous écoutent, vous êtes des paquets. C'est le nouveau slogan. Nous aujourd'hui avec Flo et Leïla, on a décidé de vous parler des trends TikTok qui sont virales en ce moment, mais pas n'importe lesquels. Alors juste avant la musique, on discutait avec toi Leïla de la Mid Girl Trend. Donc c'est une tendance qui vise à expliquer en quoi certaines femmes se trouvent pas ouf. En gros, ni belle, ni moche, moyenne, mid girl, middle. Et on se disait à quel point c'est triste d'en arriver là parce qu'en fait c'est le reflet clairement du diktat de la société. Et heureusement, cette trend a vu de nombreuses femmes s'y opposer au point de créer une espèce de sororité pour se rebooster entre nous. C'est ce qu'on a fait nous, en se disant qu'on était des paquets, des 10 sur 10. Et justement aujourd'hui sur les réseaux, les femmes elles ont décidé de s'affirmer. Généralement c'est vrai qu'on est habitué à des tendances qui sont un peu sexistes, tu vois. Il y a eu la trend de ma femme n'aura pas le droit de faire ça. C'est quoi ton body count? Donc en gros sous-entendu le nombre de personnes avec qui t'as couché. Il y a eu aussi la trend trade wife, donc qui montre des femmes au foyer qui considèrent le mariage et la vie domestique comme le centre de tout. On a aussi parlé très récemment dans une autre émission de la trend de la dark féminine énergie. Cette trend elle consiste à adopter un peu un comportement de bad girl pour draguer, pour choper un gars. Bref, aujourd'hui en vrai il y a plein de contenus qui puent, il y a plein de contenus qui sont pas qui sont pas pour nous. Voilà, qui aident pas à la cause féminine. Qui nous aident pas. Voilà. Mais là aujourd'hui Florence, il semblerait que la trend microféminisme ait fait son apparition sur TikTok. Ouais. Alors le microféminisme déjà ça existait avant TikTok, mais maintenant ça a un nom. Du coup ça correspond au fait que des milliers d'utilisatrices partagent leurs réflexions du quotidien pour lutter contre le sexisme. L'ambition du coup c'est de changer doucement les mentalités en commençant par faire des gestes un peu subtils tous les jours. Ouais, et tout ça c'est parti d'une américaine qui s'appelle Ashley Chasney. Ouais. En mars du coup elle a publié une vidéo qui est devenue virale où elle expliquait qu'en fait quand elle envoyait un mail à un chef d'entreprise qui a une assistante, elle envoyait toujours ce mail avec comme destinataire principal l'assistante. Okay. Et ensuite, elle a invité du coup les autres femmes à partager leurs expériences de microféminisme. En plus, c'est une vidéo qu'elle a fait depuis son lit et qui montrait vraiment qu'on pouvait agir chez soi, quoi. Et tout ça, ça a résonné immédiatement chez d'autres femmes. Bah ouais, grave. Je vais vous en citer quelques-unes, par exemple. J'ai vu passer une femme qui disait qu'elle utilisait toujours le féminin pour identifier. Donc en fait, si quelqu'un lui disait qu'il était allé chez le docteur, elle allait lui répondre « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Donc elle. Ou encore une autre qui racontait que son action à elle, c'était de goûter le vin en premier. On adore. Vous, c'est quoi du coup vos expériences de microféminisme? Moi, quand je veux m'acheter un truc genre d'une petite marque ou un truc comme ça, j'essaie toujours de savoir s'il y a le même délire mais fait par une meuf. Bien. Ouais. Okay. Je me dis, je booste mes sisters. J'aime bien. Ouais, moi, ce serait plutôt de mettre en avant, pour le coup, sur les réseaux, des entreprises ou des business faites par des meufs. Nice. Ouais. Moi, des tonnes, tu vois. Mais je pense qu'ici, j'essaie de faire en sorte de, quand on passe des titres, mettre un maximum d'artistes de femmes. Mm-hmm. Et en tout cas, cette tendance, elle évoque, tu vois, des gestes qui paraissent anodins, comme là, ce qu'on raconte, mais elle fait plaisir parce qu'elle est vraiment l'expression de la sororité. Et au-delà de ça, c'est chouette parce qu'on a vraiment l'habitude de voir des actions spectaculaires. Moi, je pense à une Gisèle Halimi qui a fait une grève de
la faim à 13 ans pour plus faire le lit de ses frères. et en fait, là, ça permet de se rendre compte qu'on peut aussi provoquer avec des petits gestes, puis que c'est également possible d'agir sans se mettre en danger parfois. Ouais, et même si c'est doux, en vrai, ça fait tiquer certaines personnes. Non, mais c'est dingue, hein. Sur les commentaires des vidéos, on voit qu'il y a vraiment encore du taf. En mode, il y a une meuf qui a dit qu'elle arrêtait de se pousser dans la rue face à un homme, et t'en as un qui lui a répondu qu'il était curieux de voir comment ça allait se passer et que ça risquait de lui faire tout bizarre à la nana. Mais il est trop bizarre. Mais c'est clairement une menace. En fait, ça fait vraiment froid dans le dos. Grave. Il est bizarre, lui. Non, mais juste au lieu de se dire, ah, mais ouais, c'est vrai que moi, je me pousse jamais. Non, il s'est dit, bah, elle va voir. Essaye. Elle veut pas se pousser. Mais comment ça? On souffle. On nous souffle la main. Elle veut avoir de la place dans l'espace public. Cette femme est folle. Non, mais à côté de ça, il y a aussi une tonne de détracteurs qui expliquent qu'en fait, ils prennent pas ce mouvement au sérieux parce que ce serait trop anecdotique. Est-ce que vous pensez que c'est un peu un faux combat, cette histoire de microféminisme? Bah non. En fait, juste l'idée que ça fasse germer un truc dans la tête d'autres filles, je trouve ça trop bien et que ça fasse réfléchir des mecs qui tombent dessus et qui disent ah ouais, c'est vrai que nous, on fait tout le temps goûter le vin en premier. Il y a pas de petits combats. Justement, je trouve que c'est en passant par des petits trucs anecdotiques comme ça qu'on se rend compte que c'est vraiment dans le quotidien des femmes en fait. Et on nous dit tout le temps qu'il faut faire le bien à son échelle. Bah voilà, c'est tu fais les choses à ton échelle. Ouais, exactement. On va jamais dire à un mec qui est à fond dans l'écologie, qui fait un micro-écologisme, ça sert à rien. Trie ses déchets, on va jamais lui dire ça. Ça sert à rien de supprimer tes mails. Non mais c'est comme ceux qui disent que l'écriture inclusive, en fait ça sert à rien et qu'il y a des luttes plus importantes aussi. Et à mes yeux, ça montre juste à quel point on banalise le sexisme. Et d'ailleurs, les inégalités sont tellement ancrées que parfois les actions de microféminisme menées, elles tombent à l'eau. Par exemple, si on décide de mettre en premier le nom de l'épouse sur des papiers administratifs, en fait c'est possible qu'ensuite l'administration inverse volontairement l'ordre en faveur du mari. Et ça dénote vraiment du fait que c'est bien plus macro que ça en a l'air. D'ailleurs, c'est marrant parce que ils ont choisi, je sais pas d'ailleurs qui a créé cette trend, mais les personnes qui l'ont créé ont choisi le terme de micro-féminisme. Ah mais c'est très drôle, oui. Alors qu'il est tout sauf micro, justement. En tout cas, moi, c'est un terme qui me dérange. C'est un peu comme si on opposait un féminisme très petit, qui dérange pas trop et du coup qui est acceptable, avec celui qui en devient presque un gros mot et qui dérangerait tellement qu'on pourrait plus rien dire. Sauf que c'est grâce au grand mouvement qu'on en est aujourd'hui en mesure de se rendre compte de l'importance de ces détails-là. Et en fait, cette tendance, elle met aussi le doigt sur le fait qu'on est de plus en plus sensibilisé et capable de se rendre compte à quel point le masculin l'emporte sur le féminin au quotidien. Et c'est dommage de le minimiser ou de hiérarchiser les actions féministes alors qu'il n'y a pas de petit féminisme. Vous en pensez quoi, vous? Il n'y a pas de faux débats, il n'y a pas de petits débats, il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de micro-féminisme. Bah ouais. Moi aussi, je suis la même chose. En gros, j'ai l'impression que soit t'es féministe, du coup t'es fémène, tu te fous à poil avec des grosses lettres écrites sur toi pour revendiquer ce que tu veux revendiquer. Mais quand tu fais les choses à ton échelle, on dit que ça sert à rien. Moi, ça m'énerve. Non, je suis pas d'accord. Ouais, grave. Changeons le terme. C'est exactement c'est comme le truc du vote. Ouais, je pense que mon vote à moi, il va servir à rien, donc j'y vais pas. Non. Un vote compte. Chaque vote. D'ailleurs, élection européenne. D'ailleurs, c'est bientôt, c'est le 9 juin. Petite piqûre de rappel. Si vous n'avez pas entendu notre sujet à ce propos, vous pouvez le retrouver sur l'application Radio France. On en a parlé la semaine dernière. 20h27 sur Move. Alors là, c'est vrai que je voudrais juste terminer sur ça. C'est important de le dire parce que il faut quand même rappeler qu'il y a on parle pas dans le vent et on n'est pas là juste pour faire les meufs. Ouais, vous savez, le féminisme et tout. Non, il y a des faits, il y a des réalités. Selon le rapport établi par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, 9 femmes sur 10 ont déjà changé leur comportement pour pas être victimes de sexisme. Et en plus de ça, ces discriminations, elles touchent toutes les sphères. Vous, ça vous est déjà arrivé de changer votre comportement? Bah évidemment. Oui, partout. Vous avez des exemples? Là, qui me viennent en tête, non. Après, si, c'est trop bête, mais juste changer sa manière de s'habiller avant d'aller quelque part. Ou marcher plus vite parce qu'il est tard. Enfin, en fait, ça c'est changer sur ton téléphone pour pas te faire accoster. Ça, c'est changer son comportement. C'est juste par exemple, moi, me maquiller ou retirer mes fossiles. Ah ouais? Ouais. J'ai envie de dire. Moi, je comprends. Je vais avoir l'air trop superficielle. Allez, je retire mes fossiles. Ok, ouais, pour pas qu'on te regarde. Putain, c'est ouf. En vrai, c'est un truc de. Ou pour pas qu'on se dise, ah, mais elle va grave pas réfléchir, elle va servir à rien. A priori, à partir d'un élément physique. Là, elle a l'air naturelle. Il y a rien qui dénote un peu d'elle, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Vous savez qu'en vrai, par rapport à cette étude-là, 92% des Français reconnaissent, donc il y a même des hommes dedans, 92% des Français reconnaissent que les femmes sont traitées différemment des hommes et des femmes dans au moins un domaine de la société. Reconnaître.
Le reconnaître, c'est bien, mais agir, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que en plus de ça, il y a une idéologie masculiniste. On en a parlé aussi dans une autre émission. Elle prend de plus en plus de place. Surtout chez les jeunes, les hommes. C'est clair. Donc en fait, c'est bien beau de reconnaître, mais tout ça pour dire que c'est important d'éduquer les jeunes hommes en fait. Éduquez vos fils. On voit souvent cette phrase sur les pancartes, etc. Alors ce samedi 11 mai 2024, la Suède a accueilli la finale de l'Eurovision. Alors pour ce concours-là, 25 pays se sont affrontés puisque la France a fait sensation. Je suis obligée de vous en reparler. Je suis obligée de vous reparler de la prestation de Slimane puisqu'il a décroché la 4e place du concours grâce à son titre Mon Amour. Et il était derrière la Suisse, la Croatie et l'Ukraine. Slimane, il est très très fort. Ouais, moi je trouve qu'il chante trop bien. Il chante vraiment très bien sur cette prestation. Il a même fait un moment a cappella. Franchement, dinguerie. Et pour le coup, c'était une réussite pour lui parce que puisque depuis la diffusion en direct du concours, son titre Mon Amour s'est hissé parmi les plus écoutés dans le monde sur Spotify. Et en plus de ça, il a annoncé une tournée mondiale. Donc clairement, c'est tout bénef pour lui. Et en plus, c'est un pari gagnant pour cette balade sur l'amour qui a été chantée exclusivement en français parce que d'habitude, dans l'Eurovision, on privilégie quand même les titres en anglais avec une grande scénophonie. Mais non, lui, il était vraiment dans le simple. Et en plus, c'est un des meilleurs classements de l'histoire pour la France, du coup. Ouais, surtout que la dernière fois que la France a gagné le concours, c'était en 77 avec Marie-Myriam qui avait chanté L'oiseau et l'enfant. On n'a pas connu, mais ça donnait ça. On s'en souvient. Journée de vie où l'ombre se lève pour réveiller la ville aux yeux lourds. On a commencé à s'ambiancer là. On a dansé. Mais vous savez que quand j'ai préparé l'émission et que j'ai entendu ce titre, je me suis dit mais moi ça me rappelle l'école, je sais pas pourquoi. Oui, j'ai l'impression que je l'ai appris mais pas du tout. Mais le délire de la coupe et tout, moi cette femme j'ai l'impression que je la connais. De ouf. Tu sais la coupe à la Mireille Mathieu et tout. Mais c'est clairement ça. Madame. Non mais il y avait un mood à l'époque très. Marie-Myriam, on se connaît. C'est sûr. Dans une vie, on a partagé des choses. C'est clair, je te jure. Mais en tout cas, même au niveau des audiences, sur France 2 samedi soir, les audiences de l'Eurovision se sont classées en tête de la soirée. La 68e édition du concours européen de la chanson a capté près de 5,40 millions de téléspectateurs de 21h à 1h du matin quand même, selon Médiamétrie. Alors au final, c'est la Suisse qui a remporté le concours grâce à Nemo et sa chanson The Code. Pour le coup, contrairement à Slimane, c'était très explosif. C'était un autre style de musique. C'était très dynamique pour le coup, c'est vrai. Et Nemo figurait parmi les grands favoris. Et c'est donc la 3e fois que la Suisse remporte le concours, après Lys Assia en 56 et Céline Dion en 88. Et d'ailleurs, Céline. Oui, t'as fait une tête bizarre. T'as fait une tête bizarre. Pourquoi pourquoi la Suisse? Voilà. Mais moi, je me suis dit, attends, à quel moment? Mais elle est québécoise et tout. Et en fait, tu savais quoi? Tu savais quoi? Tu savais quoi? Tu savais pas quoi? Tu savoir? Tu sais-tu quoi? Non mais tu sais-tu? Tu sais quoi? En vrai de vrai, le candidat, il a pas besoin d'avoir la nationalité du pays pour le représenter. Mais nous, on prend Beyoncé demain, la France. Et c'est possible. Tu sais-tu qu'on peut appeler Beyoncé? Et voilà, même moi, je savais pas. Et j'ai une autre info un peu gossip, j'avoue, je suis un peu. Elle aime trop ça. La commère du coin. Vous savez que c'est ce soir-là, donc en 88, quand elle a gagné du coup l'Eurovision, qu'elle a embrassé la première fois René Charles. Oh non, René Charles. Ouais. Après sa victoire. Oui, exactement. Et à l'époque, c'était son manager. Bon, j'avoue, il avait 26 ans de plus qu'elle, mais à l'époque, c'était son manager. Daddy et en fait, mes moments forts. Ouais, je pense. Daddy Shoes, il y a moyen. Mais en tout cas, ce soir-là, ils ont officialisé, ils se sont embrassés. Et ensuite, c'est devenu son mari, jusqu'à son décès. Mais pour le coup, eux, c'était vraiment l'amour fou. Alors là, on est un peu dans une séquence un peu niaise, à l'eau de rose, voilà. Et en parlant de ça, c'est vrai que depuis des années, la transition, c'est une dinguerie. Mais en vrai, c'est vrai que depuis des années, il y a une image qui colle à la peau de ce concours. C'est l'image d'un concours kitsch et ringard. Je suis désolée. Leïla, pourquoi tout le monde pense que l'Eurovision, c'est kitsch et ringard? En tout cas, une grande partie. Mais c'est vrai qu'en bon français,
on critique facilement le concours, on se moque, on se dit que c'est kitsch, que c'est ringard comme t'as dit, alors que dans les autres pays d'Europe, on kiffe, on est vachement hypé. Par exemple en Suède, 70% des téléspectateurs ont regardé l'Eurovision. Est-ce que vous avez regardé déjà ? Par conscience professionnelle, j'ai dû regarder parce que je savais qu'on allait le traiter. Mais au nom, je regarde jamais. La vérité. Moi, j'aime pas. Moi, j'ai trop mes potes qui se réunissent pour regarder ensemble. Ouais. Genre, c'est un peu une institution. Mais moi, j'étais, hélas, à Berlin. Ok. mais j'aime bien, moi, regarder d'habitude. Je n'ai jamais regardé un Eurovision de ma vie. Là, par conscience professionnelle, j'ai regardé parce les prestations en x2. Mais juste les prestations. Mais perso, j'ai vu, mais je trouve ça tellement long. Déjà, c'est long et... Déjà, les concours de chansons, en général, à la télé, je regarde pas parce que ça me gave. Ouais. Bah là, c'est la même chose. Hein. Mais là, je sais pas, je trouve qu'il y a une vibe. Genre, ils sont tous... Un peu Jeux Olympiques de la chanson. Je pense qu'on est peut-être pas la cible alors, Leïla. Mais du coup, petite question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on s'y intéresse plus ? Bah déjà, ce qui aide pas, c'est que les stars, elles se précipitent pas pour participer à l'Eurovision. Donc, on envoie des artistes qui manquent un peu de notoriété, entre guillemets. Notre chanson, elle est aussi choisie par un comité trop restreint. Donc, certains spécialistes de l'Eurovision, parce que oui, ça existe, il y a des spécialistes de l'Eurovision. Ils conseillent, eux, qu'il faudrait organiser une sélection nationale en demandant l'avis du public, mais aussi une sélection à l'étranger, avec un jury étranger, comme ça se fait à Malte ou en Suède. Mais du coup, pour qu'on s'intéresse au concours, il va falloir qu'on brille un peu. Ouais, mais attends, c'est un cercle vicieux au final, parce que t'as dit que les artistes, ils sont pas très connus, donc en fait, c'est pas très attractif, et finalement, la compétition, je pense qu'elle est pas prise au sérieux. Mais oui, et pour les mauvaises langues, on est souvent en bas du tableau, parce que le concours est trop cheap, et tape à l'œil, un bon somme de français, ça, tu vois, comparé aux qualités de la chanson française, mais aussi parce que les autres pays feraient du copinage entre eux et boycotteraient la France. Là, on est sur la théorie du complot un peu, tu vois. Alors qu'en vrai, je crois que le souci vient plutôt du mal qu'on a à choisir le candidat qui fera finalement l'unanimité lors de ce concours. Oui, et surtout que c'est pas une question de talent, il y a aucun doute sur les capacités vocales des chanteurs sélectionnés, mais les profils, ils ont été divers et variés. On a eu une chanteuse à voix avec Barbara Pravi, le groupe Décalé avec les Fatal Picard, ou des artistes plus internationaux comme Patricia Cass, ou encore un chanteur très populaire auprès du public français cette année comme Slimane. Ouais. Mais sans succès, on n'a toujours pas trouvé la formule magique pour gagner. Bon là, on est un peu remonté. Bah là, franchement, il était pas mal. Hein. Que l'année prochaine, on sera premier ou troisième ou deuxième, ça serait déjà ça. Mais ce qui est bizarre en fait, c'est que pour plaire aux Européens, il faut leur donner ce qu'ils attendent de la France. Et ce qu'ils attendent en fait de la France, c'est de la voix. Pourtant, on en a proposé, mais ça marche toujours pas. Et pour vous, du coup, si vous pouviez proposer un chanteur pour l'Eurovision, ça serait qui ? La gamine, Aya Nakamura. En vrai, polémique, polémique sur vous en fait. Et toi, Flo ? Non, je sais pas, en vrai, à voir. Moi, j'ai trop envie qu'il y ait Juliette Armanet. Genre, ce serait incroyable. Ah ouais, moi je serais sur un plus Joule. Habillée tout en paillettes. Moi je dirais Joule ou Aya, mais premier degré. Mais après, est-ce que eux ils auront envie ? Ah bah non. Non, mais attends, des chanteurs à voix, tu sais, moi j'imagine quelqu'un qui a grave du coffre et tout. Dites Juliette Armanet comme ça, peut-être à 3. 1, 2, 3. Juliette Armanet. Faut que je réfléchisse, un chanteur à coffre, mais est-ce que tu veux quelqu'un qui est genre super hype et tout ? Ce que tu veux, tu peux parce que si tu me dis coffre, je vais te dire Garou, mon frère, tu vois. Tu vois, genre, tu peux proposer qui tu Badi, veux. Genre. Ah ouais, mais qui a entendu ? Je veux pas te vexer, Chimène. Non, mais tu vois, genre, je pense à des chanteurs à voix, quoi, je sais pas. J'aime pas ta sélection, mais ok. Non, j'ai dit Aya en vrai, parce que polémique. Ouais, moi je pense Aya ou Joule. Ok. Je mets dans la boîte, je mets eux. Ok, nous c'est un brin de modernité chez nous. Exactement. Juliette, elle est grave moderne. Hein. Oui. Mais... On n'a pas dit le contraire. Oui. Moi, en tout cas, nous écoute. Elle peut poser sa candidature dès maintenant. Nous, on va pousser sa candidature. En tout cas, nous, on va la pousser. Comme on a dit Juliette. Go, Juliette. C'est la fin. Mais c'est vrai que la musique française, elle est quand même assez compliquée à exporter en général. Bah, parce que la France, en fait, c'est le pays du texte. On fait passer les paroles avant tout. Et c'est compliqué pour les pays étrangers de comprendre les subtilités parce qu'ils parlent pas français, tout simplement. Et notre musicalité, elle est pas assez pop ou pas assez moderne pour les votants. Donc on a essayé d'être représenté par des styles musicaux variés comme la pop avec Lazara ou encore Amine, les ballades avec Barbara Pravi. Oui, Amir, pardon. Parce que c'est pas Amir, c'est autre chose. Sabri. Je suis mort de Amir. Tu portes mon oncle, c'est ma nette façon. À l'amour, à la vie. C'est les dernières minutes, c'est compliqué.
Mais du coup, c'était Amir, c'était Amir. Voilà, on a essayé les ballades avec Barbara Pravi ou Lisa Angel, de l'opéra avec le ténor Amaury Vassili, les chants bretons avec Dan Arbratz, pardon. Et dans tout ça, il y a eu des bonnes chansons et il y a eu des moins bonnes chansons, faut se le dire, mais toujours aucune victoire. Donc la seule chose qu'on n'a pas proposée encore, c'est la dance, alors que notre pays compte des DJ et des producteurs stars à l'international comme DJ Snake ou David Guetta. Donc j'en suis idée pour l'année pro, donnez-moi-en des nouvelles, s'il vous plaît, le comité de l'Eurovision. Mais du coup, depuis quelques années, de plus en plus de pays décident par exemple de proposer des musiques en anglais, même si c'est pas leur langue officielle, pour avoir des chances en plus de gagner. Et Léla, je sais, Gims. Oui, mais en vrai, en termes de popularité, de pop et tout, ça rentre. Bah ouais, non? Mais moi, je mets Aya ou Jul. Ok, ça bouge pas. Juliette Armanet. Elle est têtue de cette émission, c'est super grave. J'étais frustrée parce que je cherchais grave un artiste qui correspond à la hype du moment, mais en même temps qui a du coffre et tout. Ok, bah moi j'ai choisi Jul. Après, mais bon. elle a jamais choisi Jul. Non mais là, Jul, pardon, excusez-moi. Gims. Ouais, finalement. J'allais dire le retournement de situation. On me dit en régie, bon choix. C'est vrai, tu valides? Ok, bah Gims. Après, personne n'a validé Jul et Aya. On me dit en régie, Juliette. Non, c'est faux. La régie est divisée ce soir, c'est fou. Je te jure, on a semé le trouble à Move ce soir. Bon, pour en revenir à cette popularité de l'Eurovision, moi je pense aussi que si on gagne pas, enfin le fait qu'on gagne pas, ça joue sur le manque de popularité déjà du concours à l'Eurovision, mais aussi faut s'avouer, il est très mal vendu dans les médias ce concours. Bah ouais, parce qu'on est tous remplis de préjugés sur l'Eurovision et les journalistes aussi. Et c'est Lisa Angel, donc une ancienne candidate, qui en parlait. Elle disait que quand elle était interrogée par des journalistes étrangers, ils étaient super impliqués et vraiment intéressés par elle et sa chanson, alors que quand c'était des journalistes français, c'était bâclé. Il y en a même un qui lui a avoué un jour ne jamais avoir écouté sa chanson. Quel journaliste fait ça? Et je trouve que c'est super irrespectueux de dire ça en tout cas. Et du coup, dans les médias, on connaît rien, par exemple, des candidats étrangers, à part s'ils sont super kitsch et bien gênants, alors qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il y a des chansons qui sont normales, dans l'air du temps, et qui n'ont vraiment rien à envier à ce qui est diffusé en radio aujourd'hui, en France par exemple. Mais tu vois, je trouve que c'est pas cohérent parce que, mine de rien, en France, samedi soir, il y a eu un record d'audience à la télé. Donc moi, j'ai une théorie, vous me dites si c'est vrai. Okay. Je pense que les gens, ils regardent en scred. Mais t'as vu, c'est juste qu'il y en a plein qui regardent. Et même, il y avait un artiste qui avait un peu pété de ça, genre Maneskin, non? Enfin, moi, je connais tellement pas. Je vous ai dit, j'ai jamais regardé un Eurovision de ma vie. Ouais, mais tu vois, regarde, c'est contradictoire avec ce que tu dis. Parce que on dit que c'est kitsch, on dit que c'est ringard, que les gens s'y intéressent pas, mais ça fait des 5 millions de téléspectateurs. Mais on adore le kitsch. C'est comme la télé-réalité. Il y a plein de gens qui disent, moi, je m'en fiche, c'est un truc de débile. Et à chaque fois qu'il y a une télé-réalité, t'as des millions de téléspectateurs. Donc c'est la même chose, quoi. Ouais, bah écoutez. Après, je pense que c'est aussi le truc du rendez-vous, un peu comme Miss France, tu vois. Genre, je vais pas pleurer si je rate, mais bon, mignon, quoi. C'est une depuis toujours, j'ai l'habitude de regarder. Bon, allez, sors le cahier, on va noter les gens. C'est ça. Et puis, tu sais, il y a souvent aussi des petites polémiques en mode. Justement, il y avait eu la polémique de la cocaïne l'année dernière. Oui, ils pensaient que. Enfin, les trucs comme ça. Donc, en fait, c'est parce qu'il y a des réseaux que c'est drôle aussi. Tu vois, sur Twitter pendant les pubs, et t'es genre. Je suis d'accord. Ouais, en même temps, ouais. Mais on va en parler des polémiques avec toi, dans un instant. Avec Florence et Leïla, on vous parle de l'Eurovision. Donc c'était ce samedi 11 mai en direct de Malmö en Suède. Et cette année encore, la 68e édition n'a pas échappé à son lot de polémiques, avec notamment la participation d'Israël qui a été vivement contestée. Au final, Israël a terminé 5e sur le podium, surtout grâce au vote du public. Et d'autres polémiques ont éclaté en marge du concours. Par exemple, il y a eu le représentant des Pays-Bas qui a été exclu de l'Eurovision parce qu'il a eu un comportement hostile envers un photographe. Et du côté de l'Irlande aussi, l'artiste Bambi Tugg, qui soutient ouvertement la cause palestinienne, a quand même participé à la finale du concours. Mais pourtant, il y avait eu un appel au boycott qui avait été lancé par plus de 400 personnalités irlandaises. Alors ça fait quand même beaucoup pour un concours qui est censé être apolitique. Du coup, Flo, quand on voit qu'en 2022, la Russie avait été exclue du concours après l'invasion de l'Ukraine, est-ce que cette année, la participation d'Israël pose des questions? Ils vont pas nous jouer du pipeau, hein. L'Eurovision est politique, et ça depuis sa naissance en 1956. Déjà, l'origine du concours, c'était de rapprocher les peuples par la culture populaire
et en finir avec les clichés négatifs qu'on a envers ses voisins européens suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, il y a une petite dimension festive, mais pardon, derrière c'est politique, puisqu'il s'agit clairement d'une question d'image. Ouais, et en tout cas, si l'édition 2024 était l'une des plus controversées, en vrai, c'est pas quelque chose d'inédit. Mais c'est même la base, j'ai envie de te dire. Si on regarde toutes les éditions, on se rend compte qu'elles reflètent les tensions entre les États. Finalement, l'Eurovision, c'est pour eux un outil, et pour s'en servir, ils glissent des messages dans leurs chansons aux petits airs pop, comme si de rien n'était. Par exemple, en 1990, 5 chansons étaient consacrées à la chute du mur de Berlin, qui avait eu lieu du coup quasi un an plus tôt. Je vous balance un extrait de celle de l'Autriche. Je pense qu'on peut aussi prendre l'exemple de l'Arménie. Ouais, l'Arménie qui ne participe à l'Eurovision que depuis 2006. Donc eux, en 2015, ils ont voulu évoquer le génocide de 1915 dans la chanson Don't Deny. Et ils ont dû changer parce que c'était trop explicite. Finalement, ils ont opté pour un plus sobre, Face the Shadow. Écoutez. Cross the ocean of blues, happy you'll be. Once you've risen, you are meant to be free. When you're feeling afraid, remember this hope inside. On dirait une chanson Disney. Non, moi, ça m'a vraiment fait penser à une chanson de Grease. Ah ouais, Moi j'aurais dit un délire High School Musical ou Disney, très mignon, ce rêve bleu, tu vois. Mais c'est pas que l'Eurovision c'est génial, il y a que des chansons comme ça qui ont un peu loufoque. Et du coup, eux, ça c'est une chance que n'a pas eu la Géorgie en 2009 parce que eux ils avaient tenté de mettre le titre We Don't Wanna Poutine, et donc un jeu de mots qu'on peut comprendre comme nous ne voulons pas de Poutine, Poutine, bref. Non, mais carrément. Mal. Et finalement ils ont été disqualifiés du coup. Ouais, après c'est aussi une occasion d'offrir une plateforme aux langues et aux dialectes. Bah carrément, la langue c'est très politique. Depuis la création de l'Eurovision, plus de 70 langues ont été utilisées. Et on peut citer par exemple la France qui a envoyé Alvan et Aez en 2022 pour chanter Foulen en breton et ça donnait ça. Mais ça veut dire quoi du coup Foulen en breton? Tu me poses trop une colle, je sais pas. Non mais j'avoue, il faut qu'on aille se renseigner. Si une petite voix peut me le dire à un moment, ce serait génial. En attendant, vous trouvez pas ça sympa de me donner de la visibilité à d'autres langues comme ça? Bah si, grave. Bah c'est sympa si on veut pas gagner. Non, mais dans le sens où on sait ce qui plaît le plus et ce qui va être compris par la majorité des gens. Moi j'ai un blocage souvent quand je comprends pas. Ouais. Ah, petite voix me dit que ça veut dire étincelle. Oh merci la petite voix. Mais ouais, c'est trop cool les langues, donner de la visibilité à d'autres langues, surtout pour les pays pour lesquels, en gros, c'est un moyen d'ancrer leur identité, comme la Croatie ou la Slovénie, je trouve. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, que ce soit sympa ou pas, en vrai, les votes, ils sont aussi politiques. Bah, c'est vrai que les pays votent vachement par affinité et c'est pas un complot. Et d'ailleurs, faut croire que la France est sans amis. Mais par exemple, il y a une étude qui montre qu'il y a vraiment 3 grands groupes. Donc, il y a l'ex-Yougoslavie, les pays nordiques et l'ancienne URSS. Okay. Et on constate aussi qu'il y a des couples de pays qui s'échangent des points en raison de leur culture, comme Chypre et la Grèce, ou alors pour des raisons d'immigration, comme l'Allemagne qui donne souvent à la Turquie. Et il y a des théories qui expliquent que c'est peut-être en ça qu'on peut comprendre l'exclusion de la Russie en 2022 et du coup pas d'Israël cette année. Bah ouais, le truc c'est que on aurait été face à un consensus des pays européens pour condamner la Russie du coup à l'époque en 2022, alors que ce serait moins évident pour Israël aujourd'hui. Ça, je l'ai lu dans l'Humain en tout cas. Bref, j'imagine que vous votez pas, mais si vous deviez voter, est-ce que ce serait par affinité ou pour la performance musicale? Un peu affinité des pays je me dirais, il y a des pays dans tous les cas, même si on fait un truc bien, je vais pas voter. Donc peut-être moi plus aussi, affinité. Ouais. Parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de soutenir. Ouais. Bah, Claire. Pareil. Claire, net précis. Mais bon, de toute façon, il y a beaucoup qui disent que c'est assez hypocrite l'Eurovision, sachant que c'est aussi l'occasion de redorer son image de marque. Pour rester sur l'exemple d'Israël, depuis sa participation en 1973, ils n'arrêtent pas d'envoyer des candidats qui incarnent le progressisme. Donc il y a eu l'Israélienne Dana International qui est devenue la première femme transgenre à gagner le concours en 1998. Viva Maria, viva Victoria, Afrodita. Viva la diva, viva Victoria, Cleopatra.
Et 20 ans plus tard, il faisait sensation avec une chanson féministe. Et pour certains, en fait, ils utilisent ce tremplin médiatique pour faire du culture washing, c'est-à-dire du blanchiment social, si on veut. Et en gros, c'est l'idée de faire semblant de combattre les injustices sociales, alors qu'en interne, c'est la cata. Et c'est la même chose aussi du côté de l'Azerbaïdjan. Bah ouais, notamment pour l'édition 2012, où ils avaient dépensé une fortune pour en mettre plein la vue, et par la même occasion faire oublier les atteintes aux droits de l'homme. Bref, faut pas se laisser aveugler par les paillettes. Et comme l'écrivait Le Monde, l'Eurovision est l'outil favori des régimes autoritaires pour se promouvoir sur la scène internationale. Donc ringard ou pas, c'est un concours qui a de l'impact. Ah ouais, oulala, vraiment. Parce que je l'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure. En vrai, pour Slimane, c'est un carton plein. Moi, je suis grave contente pour lui. Parce que non seulement il a fait un carton sur Spotify, mais le mec, il va faire une tournée mondiale. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Même lui, sur son post Instagram, il a dit, je réalise toujours pas. Je trouve ça trop bien, tu vois. Bah, heureuse pour lui, si ça lui a servi. Grave, franchement, ça a été un bon tremplin pour sa carrière, ringard ou pas, pour le coup. Et c'est vrai que même, en vrai de vrai, l'Eurovision, c'est un outil puissant parce que juste aussi par rapport à Spotify, les jours qui ont suivi du coup la soirée de samedi soir, la playlist de l'Eurovision, c'était la plus écoutée en streaming sur Spotify à l'échelle mondiale. Vous saviez ça? Comme quoi, les chansons à message, faut bien les choisir. Exactement. Comme quoi, ça peut avoir un impact. Bon, il est 20h56, je suis désolée Florence, Leïla. Yes. C'est terminé pour aujourd'hui. Ouais, si vous avez kiffé l'émission, en attendant qu'on revienne mardi prochain, vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Là, vous allez nous avoir tous les jours, autant que vous voulez, parce que c'est du streaming et aujourd'hui on consomme beaucoup le streaming comme YouTube. Voilà.